Il y a quelques décennies, les scientifiques ont commencé à réfléchir à quelque chose qui semblait impossible, construire un vaisseau géant capable d'emmener 10 000 personnes vers un autre monde. Cette idée a changé tout ce que nous savions sur l'avenir de l'humanité. Ce qui semblait n'être que de la science-fiction, c'est devenu un projet réel, avec des ingénieurs et des chercheurs travaillant sur chaque détail. Ce vaisseau serait comme une ville volante, avec des maisons, des fermes, des hôpitaux et des écoles, tout flottant dans l'espace pendant des centaines d'années. Les gens naîtraient, vivraient et mourraient à l'intérieur de ce vaisseau, et seuls les arrière-petits-enfants des premiers voyageurs atteindraient à la destination finale. Cela a amené les scientifiques à poser une question stupéfiante. L'humanité est-elle prête à quitter la Terre pour toujours? Prépare-toi à t'endormir en écoutant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Imaginez un voyage qui durerait plus longtemps que toute notre histoire décrite. Un trajet si long que les nations qui l'auraient lancé seraient depuis longtemps tombées dans l'oubli. Pour une telle entreprise, nos fusées actuelles sont aussi utiles qu'une bougie pour traverser l'océan. Le simple problème, le défi fondamental qu'il faut résoudre avant même de parler d'écologie ou de société, c'est la propulsion. Comment faire avancer une montagne creuse, un vaisseau abritant des milliers de vies, à travers le vide interstellaire pendant des siècles, voire des millénaires? La réponse est sans équivoque, il faut oublier tout ce que l'on sait. Les moteurs chimiques, ceux qui emmènent nos sondes vers Mars ou nos astronautes vers la station, sont des feux d'artifice. Ils sont d'une inefficacité monstrueuse pour un tel périple. Ils consomment des quantités astronomiques de carburant pour un poussé dérisoire. Pour atteindre ne serait-ce qu'une fraction respectable de la vitesse de la lumière, il faudrait embarquer bien plus de propergol que la masse totale de la galaxie. C'est absurde. Il nous faut donc un saut technologique radical, un nouveau paradigme. Et les candidats sérieux se comptent sur les doigts d'une main, chacun avec ses promesses et ses défis titanesques. Le premier, le plus réaliste à l'échelle de nos connaissances actuelles, tourne autour de l'atome. Nous parlons ici de la propulsion nucléaire. Il existe plusieurs idées. La première, la plus brute, c'est la propulsion nucléaire pulsée. Imaginez un engin qui se propulserait en larguant derrière lui de petites bombes atomiques, une à une, qui exploserait contre une immense plaque pare-choc à l'arrière du vaisseau. Le choc pousserait la plaque, et donc le vaisseau. Cela semble de la science-fiction, et pourtant, ce projet, nommé Orion, a été sérieusement étudié il y a des décennies. Il pourrait théoriquement atteindre quelques pourcents de la vitesse de lumière. Mais imaginez le bruit, les secousses et la radioactivité. Pas vraiment l'environnement paisible pour une civilisation en devenir. Notre piste nucléaire est plus élégante à la fusion contrôlée. Là, il s'agirait de recréer dans un réacteur compact le cœur d'une étoile, la fusion de l'hydrogène en hélium, et d'en canaliser l'énergie phénoménale pour éjecter un plasma surchauffé à des vitesses folles. C'est le moteur à fusion, le Graal de la propulsion spatiale. Il serait propre, extrêmement puissant et pourrait fonctionner pendant des décennies en brûlant juste un peu d'hydrogène, la ressource la plus abondante de l'univers. Le problème. Sur Terre, nous peinons à maîtriser la fusion pour produire de l'électricité de façon stable. La transposer en un moteur léger, fiable et sûr pour un vaisseau spatial est un défi d'ingénierie qui nous dépasse encore totalement. Mais c'est probablement le chemin le plus prometteur pour un voyage de plusieurs siècles. Il offrirait un compromis acceptable entre performance, durée de vie et masse de carburant à embarquer. Plus on veut aller vite, moins le voyage est long et moins les problèmes sociologiques et biologiques sont critiques. Et c'est pourquoi certains regardent vers des systèmes encore plus exotiques. Prenez les voiles solaires. Non pas ces petits modèles testés aujourd'hui, mais des voiles immenses, de la taille d'un continent, faites d'un matériau ultra léger et ultra résistant. L'idée n'est pas d'attraper la faible poussée du Soleil, mais d'être poussé par un faisceau laser colossal émis depuis notre système solaire, depuis une station en orbite autour du Soleil peut-être. Ce laser, alimenté peut-être par l'énergie solaire, frapperait la voile et la pousserait continuellement, permettant d'atteindre des vitesses prodigieuses, sans embarquer de carburant. Le vaisseau n'emporte que sa voile et sa cargaison. C'est élégant. Mais la difficulté est de maintenir ce faisceau laser parfaitement focalisé sur une voile qui s'éloigne à des milliards de kilomètres. Un écart infinitésimal et le faisceau est perdu. Et puis, comment freiner à l'arrivée? Il faudrait soit déployer une autre voile pour utiliser à la lumière de l'étoile cible,
soit embarquer malgré tout un système de propulsion pour la manœuvre finale. Cela complique énormément le scénario. Ensuite, il y a l'ultime fantasme, l'antimatière. Dans ce moteur, de la matière rencontre son opposé, l'antimatière, et elle s'annihile dans une conversion parfaite de masse en énergie, 100% efficace. C'est le rendement maximal concevable en physique. Un tel moteur pourrait projeter un vaisseau à une fraction bien plus grande de la vitesse de la lumière, raccourcissant le voyage à quelques décennies seulement. Mais c'est là que le rêve se heurte à la dure réalité. Premièrement, produire ne serait-ce qu'un gramme d'antimatière demande aujourd'hui des installations gigantesques comme le CERN, des quantités d'énergie faramineuses et des siècles de production au rythme actuel. Deuxièmement, comment la stocker ? L'antimatière doit être maintenue dans un vide parfait, suspendue dans des champs magnétiques ultra puissants, sans jamais toucher la paroi du contenant, sous peine d'explosion. Imaginez un réservoir de plusieurs tonnes d'antimatière capable de résister aux vibrations du lancement, aux micrométéorites et de fonctionner sans faille pendant des siècles relève de la magie. Un seul accident signifierait l'annihilation pure et simple de l'arche et de tout son environnement dans un rayon de plusieurs kilomètres. Le risque est donc absolument prohibitif. Le choix du système de propulsion n'est pas qu'une question de vitesse. Il définit absolument tout le reste du projet. Prenons un moteur à fusion relativement lent. Le voyage dure disons 1000 ans. La structure de l'arche doit être avant tout un habitat stable, permanent, presque une petite planète artificielle. La masse peut être plus importante. On peut se permettre d'emporter plus de ressources et de redondance. En revanche, avec un moteur à antimatière très rapide, le voyage ne dure que 50 ans. Là, l'accent est mis sur la protection contre les radiations à haute énergie durant le trajet, sur des systèmes de support vital plus simples peut-être, et sur une structure plus proche d'un vaisseau classique, bien que colossal. La vitesse choisie influence aussi la dangerosité du voyage. À 20% de la vitesse de la lumière, un impact avec un minuscule grain de poussière, même d'1 gramme, libère l'énergie d'une bombe. La protection du bouclier avant devient le problème technique numéro 1, bien avant la psychologie des passagers. Donc, le moteur dicte l'architecture, la masse, la durée, les risques et même la société à bord. Mais avant même de choisir, il faut pouvoir le construire. Et c'est peut-être l'obstacle le plus concret. Aucun de ces moteurs, même le plus simple conceptuellement comme le nucléaire pulsé, ne peut être assemblé sur Terre. Trop dangereux, trop massif. Il faudrait le construire en orbite ou sur la Lune. Cela implique de développer une industrie lourde spatiale, avec des mines d'astéroïdes pour les matériaux, des usines en apesanteur et une logistique d'assemblage totalement nouvelle. Un projet qui nécessiterait à lui seul la mobilisation d'une grande partie de l'économie terrestre pendant un siècle. Sans compter les tests. On ne peut pas faire un essai à blanc d'un moteur à fusion dans le système solaire interne. Il faudrait l'envoyer vers les confins, vers la ceinture de Kuiper, l'allumer, et attendre des années pour avoir des données. Tout cela ajoute des couches de complexité et de temps. Finalement, la question centrale n'est pas seulement quel est le moteur le plus performant, mais quel est le système que l'humanité peut raisonnablement espérer maîtriser et construire dans les prochains siècles, avec un niveau de risque acceptable. Il faut un équilibre délicat entre l'efficacité, qui promet un voyage plus court et donc plus simple à gérer pour les humains à bord, et la faisabilité technique, qui nous évite de rêver à des technologies qui resteront à jamais hors de portée. Aujourd'hui, si un projet devait être lancé sérieusement, les paris se porteraient probablement sur une forme avancée de propulsion nucléaire, soit par fusion si une percée majeure survenait, soit par une fission très sophistiquée. C'est le chemin le moins spéculatif. Mais l'histoire de la technologie nous a appris que les ruptures arrivent parfois. Peut-être qu'une découverte inattendue sur la physique fondamentale, sur la manipulation de l'énergie du vide ou sur la métamatériaux, ouvrirait une voie totalement nouvelle. Pour l'instant, ces concepts restent du domaine de la théorie pure. En attendant, étudier ces options, c'est déjà tracer les contours de notre avenir. Car le moteur qui propulsera l'arche stellaire ne sera pas seulement une machine. Il sera le cœur battant de ce vaisseau, la garantie que le projet n'est pas un suicide collectif, mais un voyage calculé. Sa conception déterminera si nos descendants naîtront dans un cylindre tournant lentement autour d'un réacteur paisible ou dans une fusée vibrante filant à toute allure dans le noir, fuyant les radiations derrière un bouclier de glace et de métal. Dans les deux cas, ce choix technique, le tout premier à faire, est déjà un choix de civilisation. Il impose des contraintes qui résonneront à travers chaque compartiment, chaque loi, chaque vie à bord.
On parle souvent des défis humains de l'Arche, et ils sont immenses, mais ils reposent tous sur cette première décision, profondément ingénierique, profondément physique. Sans une solution robuste, fiable et durable, à la question de la propulsion, le reste n'est que littérature. Le vaisseau restera à quai éternellement, beau rêve de verre et d'acier incapable de quitter le port solaire. C'est pourquoi les recherches dans ce domaine, même les plus spéculatives, sont fondamentales. Elles ne visent pas seulement à aller plus vite, elles visent à rendre possible l'idée même du voyage. Chaque petite avancée dans la confiance d'un réacteur à fusion, dans la fiabilité d'un aimant supraconducteur, dans la solidité d'un matériau pour voile, est un pas de plus vers la concrétisation de ce qui semble aujourd'hui un mythe. Et peut-être qu'un jour, le bruit sourd d'un plasma chaud s'échappant d'une tuyère magnétique sera le son du commencement, le premier souffle d'une aventure qui durera plus longtemps que des empires. Ce jour-là, le moteur, quelle que soit sa forme, cessera d'être une simple machine. Il deviendra le premier chapitre d'une nouvelle histoire, écrite non pas avec des mots, mais avec une traînée de particules énergétiques perdues dans l'immensité silencieuse entre les étoiles. Sa conception était donc la clé de voûte, le point de départ obligatoire de toute réflexion sérieuse sur l'arche stellaire. Elle conditionne le possible et définit les limites du rêve. Sans elle, pas de départ. Sans elle, pas d'avenir ailleurs. C'est un défi technique d'une ampleur inouïe, mais c'est aussi le défi le plus excitant qui soit, car il représente la frontière ultime de notre ingéniosité. Construire une maison qui voyage, c'est une chose. Construire le vent qui la poussera, c'en est une autre, et c'est précisément ce vent qu'il nous faut inventer. Alors, admettons que le problème du moteur soit réglé. Nous avons notre vaisseau, il avance à une vitesse décente à travers le noir. Maintenant, il faut s'occuper de la partie la plus fragile, la plus complexe de tout le projet La vie à l'intérieur. Parce que transporter 10 000 personnes et leurs descendants sur des siècles, ce n'est pas comme envoyer des astronautes pour 6 mois sur Mars avec des sachets de nourriture lyophilisée. Là, on parle de créer un monde qui se suffit à lui-même, une petite terre dans une boîte. Et le moindre détail oublié, le plus petit déséquilibre, peut mener à un effondrement en cascade bien avant d'avoir atteint la moitié du chemin. Le cœur de ce monde, ce n'est pas le réacteur, c'est le cycle de l'eau, de l'air, de la nourriture, des déchets. Tout doit être recyclé et avec une efficacité qui rendrait jaloux n'importe quelle ville écologique moderne. Sur Terre, si une récolte est mauvaise, on importe de l'autre bout de la planète. Si l'air est un peu vicié, les vents le mélangent et les forêts le régénèrent. Dans l'Arche, il n'y a pas de filet de sécurité. Les réserves d'urgence, c'est bien, mais elles ne durent pas 1000 ans. Il faut donc que le système soit dynamique, vivant et surtout stable. Imaginez une forêt équatoriale sous cloche, mais une forêt qui doit aussi produire tous vos légumes, filtrer toute votre eau et digérer tous vos déchets. C'est ce défi-là que les ingénieurs du support vital doivent relever. Commençons par le plus basique, l'air. Vous respirez, vous absorbez de l'oxygène et vous rejetez du dioxyde de carbone. Sans renouvellement, en quelques jours, c'est l'asphyxie. Dans la Station spatiale internationale, on utilise des filtres chimiques et on apporte de l'oxygène dans des cargos. Pas possible ici, la solution c'est le vivant. Il faut des plantes, beaucoup de plantes, pour faire la photosynthèse, mais pas n'importe comment. Les champs de blé ou de maïs sont efficaces pour la nourriture, mais pas optimales pour la production d'oxygène. On va donc probablement avoir des zones dédiées, avec des algues par exemple. Des algues en bioréacteur parce qu'elles poussent vite, recyclent énormément de CO2 et produisent beaucoup d'O2. C'est un premier pilier. Ensuite, il y a les grandes serres agricoles qui font double emploi, elles se nourrissent et elles participent au cycle de l'air. Mais pour que ces plantes poussent, il faut de la lumière. Pas de soleil dans l'espace lointain ou un soleil trop faible, il faut donc un éclairage artificiel. Et là, la question énergétique revient au galop. Les LED sont la seule option viable car on peut contrôler précisément leur spectre lumineux pour optimiser la croissance des plantes et elles sont bien moins gourmandes que les vieilles lampes. Mais même avec des LED, l'énergie nécessaire pour éclairer des surfaces suffisantes pour nourrir 10 000 personnes est colossale. Cela pèse directement sur la taille du réacteur, sur les besoins en refroidissement, sur tout. Et puis, comment cultiver la terre? C'est lourd, ça peut contenir des pathogènes et ça utilise beaucoup d'espace. La solution la plus probable, c'est l'hydroponie ou l'aéroponie. Les racines baignent dans une solution nutritive ou sont vaporisées avec, sans aucun sol. C'est plus propre, plus efficace en eau et en nutriments, et ça permet d'empiler les cultures sur plusieurs niveaux. Mais cela signifie aussi que chaque élément minéral,
Chaque engrais doit être soigneusement contrôlé et recyclé. Rien ne se perd. Parlons justement de l'eau. Là, c'est le sang de l'arche. Elle circule partout, elle est bue, elle sert à la culture, elle transporte les nutriments, elle régule la température. La bonne nouvelle, c'est que l'eau, elle, se recycle presque parfaitement avec la technologie actuelle. La transpiration des plantes, l'humidité de l'air, l'urine, la sueur, les œufs usés, tout doit être récupéré, filtré, purifié et réinjecté dans le circuit. Les systèmes de recyclage de l'ISS parviennent déjà à récupérer plus de 90% de l'eau. Pour l'Arche, il faudra viser 99,99%. Chaque goutte compte. Les filtres, les distillations, les traitements UV ou chimiques, tout cela forme une usine de traitement miniature qui doit fonctionner sans interruption pendant des siècles. Et c'est là que les choses se corsent l'entretien. Ces systèmes sont complexes, ils s'usent. Il faut des pièces de rechange. Soit on les fabrique à bord, ce qui demande des mines et des usines dédiées, soit on en emporte des stocks astronomiques. Le choix du matériel est donc crucial robustesse avant tout. Mieux vaut un filtre moins efficace mais qui dure 100 ans qu'un filtre ultra performant qu'il faut changer tous les 6 mois. Ensuite, il y a la nourriture. Produire assez de calories et de nutriments variés pour une population stable est un défi agronomique monumental. Il ne s'agit pas juste de faire pousser du blé. Il faut des protéines, des vitamines, des lipides, donc une variété de plantes et probablement des sources animales. Mais élever des vaches absurdes. Trop d'espace, trop de ressources. Les insectes, comme les grillons, sont une piste sérieuse, efficace en conversion alimentaire, riche en protéines. Peut-être aussi de la viande cultivée en labo à partir de cellules, si la technologie mûrit. Et les poissons, des aquaponies, où les déjections des poissons fertilisent les plantes et les plantes filtrent l'eau pour les poissons, sont un cycle fermé intéressant. Mais cela ajoute encore de la complexité. Un écosystème fermé est un équilibre dynamique fragile. Sur Terre, si une espèce prolifère, des prédateurs la régulent. Dans l'Arche, tout est sous contrôle humain. Imaginez une maladie fongique qui s'attaque aux cultures de pommes de terre, base de l'alimentation. Ou une algue invasive qui bouche les circuits d'un bioréacteur. Ou pire, un déséquilibre microbien dans le traitement des déchets qui génèrent des gaz toxiques comme du sulfure d'hydrogène. Ces risques exigent une surveillance constante, des banques de graines et de cellules pour redémarrer une culture et une biodiversité minimale pour assurer une résilience. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier agricole. La partie la plus délicate est peut-être le recyclage des déchets solides. Les excréments humains, les parties non comestibles des plantes, tout doit être réintégré. Le compostage classique est possible, mais il est lent et peut générer des odeurs ou des pathogènes. Sans doute utilisera-t-on des digesteurs anaérobies qui produisent du biogaz, utilisable comme énergie, et un digestat riche en nutriments pour les cultures hydroponiques. Mais là encore, la boucle doit être parfaite. Les métaux lourds, les composés chimiques persistants doivent être soigneusement extraits et stockés pour ne pas s'accumuler dans la chaîne alimentaire. C'est un niveau de gestion des déchets que l'humanité n'a jamais atteint sur Terre, où nous nous contentons souvent de les cacher. Ici, on ne peut rien cacher. Tout reste à bord. L'expérience terrestre la plus proche est sans doute Biosphère 2, dans l'Arizona, dans les années 90. Une tentative de créer un écosystème fermé avec plusieurs biomes. Les résultats ont été instructifs, l'oxygène a baissé de façon inattendue, le CO2 a fluctué énormément, des insectes ravageurs ont proliféré en l'absence de prédateurs, et les relations sociales entre les habitants se sont tendues à cause du stress de la gestion permanente du système. Pour une arche stellaire, le système doit être 10 fois plus grand, 100 fois plus stable et durer 1000 fois plus longtemps. La marge d'erreur est infinitésimale. Cela nécessite une automatisation poussée, des capteurs partout et une formation profonde des habitants, surtout ceux en charge de l'agronomie et de la maintenance. Ces personnes seront les plus importantes à bord, plus que les capitaines ou les ingénieurs du moteur. Car une panne de moteur, on peut peut-être la réparer à l'arrêt. Une panne du cycle du carbone, et c'est la fin dans quelques semaines. La psychologie joue aussi un rôle. Vivre dans un environnement où chaque feuille de salade est comptée, où votre respiration est directement liée à la santé d'une algue dans un tube, cela crée une pression constante. Mais d'un autre côté, cela peut aussi créer un lien profond et nécessaire avec le système vivant qui vous maintient en vie. Les habitants ne seront pas des passagers, ils seront des organes à part entière de leur propre biosphère. Ils devront comprendre intuitivement ces signaux. Une couleur anormale dans une culture, un changement d'odeur dans l'air, devront alerter autant qu'une alarme sonore.
La question finale est: pouvons-nous créer un système aussi résilient que la biosphère terrestre qui a mis des milliards d'années à trouver son équilibre? Probablement pas du premier coup. C'est pourquoi les premières arches, si elles voient le jour, seront sans doute des prototypes orbitant autour de Mars ou de Jupiter, testés pendant des décennies avant de se lancer dans le grand vide. Il faudra apprendre à gérer les surprises, les crises, et à concevoir des systèmes qui ne sont pas seulement efficaces, mais aussi capables d'évoluer et de s'adapter. Parce que sur un voyage de 1000 ans, les besoins nutritionnels, les coûts des générations futures, ou même les performances des plantes peuvent changer. Le système doit avoir une certaine flexibilité. Par exemple, les surfaces agricoles pourraient être modulables, permettant d'augmenter la production de légumes verts si une carence en vitamine C apparaît, ou de réduire une culture trop gourmande en eau si le recyclage montre des signes de faiblesse. En fin de compte, construire l'écosystème de l'arche, c'est faire un pari sur notre capacité à comprendre et à imiter la nature, non pas dans sa complexité infinie, mais dans ses cycles fondamentaux. C'est un défi d'ingénierie biologique et chimique qui est à la mesure du défi de la propulsion. Si le moteur est le cœur de l'arche, l'écosystème fermé en est les poumons, l'estomac, les reins et le système immunitaire, un corps artificiel pour une civilisation en devenir. Et comme dans tout corps, la santé n'est pas l'absence de maladie, mais la capacité à se réguler, à se réparer et à maintenir un équilibre face aux perturbations. Concevoir cela, c'est peut-être la plus grande leçon d'humilité et d'ingéniosité que l'humanité aura à apprendre avant de pouvoir vraiment se dire prête pour les étoiles. Cela nous force à repenser notre place non pas comme maître de la nature, mais comme parties intégrantes et responsables d'un système fini et fragile. Une leçon qui, soit dit en passant, serait extrêmement utile à appliquer sur notre planète d'origine aujourd'hui. La technologie développée pour recycler chaque atome dans l'espace pourrait bien être le héritage le plus précieux de l'Arche, bien avant qu'elle n'atteigne une quelconque nouvelle Terre. Donc, nous avons un vaisseau qui fonctionne et un écosystème qui tient à peu près en équilibre. Maintenant, il faut s'occuper des habitants, parce que c'est là que les choses deviennent réellement critiques. Vous pouvez avoir le moteur le plus fiable et les fermes les plus productives si les gens à bord se déchirent, si une rébellion éclate ou si un gouvernement devient tyrannique. Tout est perdu. Imaginez, vous êtes né dans ce tube de métal. Vous y vivrez, vous y mourrez. Vous ne connaîtrez jamais autre chose, et vos enfants et les enfants de vos enfants, pendant des siècles. Il n'y a pas de sortie, pas de possibilité d'émigrer, de fuir un conflit, de trouver un nouveau départ d'ailleurs. C'est tout pour toujours, ou du moins jusqu'à l'arrivée, un événement si lointain qu'il relève du mythe pour la plupart des générations. Alors, comment gouverner une telle société ? Comment établir des règles qui soient à la fois justes, stables et assez flexibles pour durer des centaines d'années sans étouffer les gens? La première tentation, c'est de tout planifier depuis la Terre. Écrire une constitution parfaite, un système légal complet, et l'imposer comme un logiciel. Sauf que la société n'est pas un logiciel. Elle évolue, elle change, elle a des besoins imprévisibles. Une règle qui semble logique au départ, sur la distribution de la nourriture par exemple, peut devenir un cauchemar d'injustice après 3 générations. Donc, il faut un système qui puisse s'adapter, mais pas trop vite, pour éviter les revirements chaotiques. Les modèles terrestres montrent leurs limites. Une démocratie représentative classique, avec des élections tous les 4 ou 5 ans, le risque, c'est le populisme à court terme. Un candidat qui promet de doubler les rations d'eau, ou de libérer des zones de loisirs au détriment des réserves stratégiques pourrait gagner, mettant en péril la survie à long terme. A l'inverse, une autocratie, un gouvernement fort dirigé par un capitaine ou un conseil technique inamovible pourrait prendre des décisions rationnelles, mais tellement impopulaires qu'elles provoqueraient une révolte. Et une révolte dans un espace confiné, c'est une guerre civile avec des enjeux immédiats, le contrôle de la ventilation, de l'alimentation en eau, du pont de commande. Cela peut tuer tout le monde en quelques jours. Une technocratie où les ingénieurs des systèmes vitaux auraient le dernier mot semble logique. Eux seuls comprennent vraiment les contraintes du vaisseau. Mais cela créerait une caste de dirigeants nés dans certaines familles, avec un savoir hérité, face à une population de citoyens moins instruits, peut-être mécontents. L'équilibre est donc subtil. Il faudra probablement un système hybride, une charte fondamentale, très difficile à modifier, qui énonce les principes intangibles, la préservation de la mission et de la vie à bord avant tout. Ensuite, un gouvernement opérationnel, peut-être un conseil de chefs de service technique, support vital, propulsion, sécurité, médecine, qui prennent les décisions courantes.
et une assemblée de citoyens, tirés au sort peut-être pour représenter des quartiers d'habitation, avec un pouvoir de consultation, de proposition et un vrai contrôle sur les questions de vie quotidienne, de justice, d'éducation. Le tirage au sort éviterait les campagnes électorales délétères et donnerait à chacun un sens des responsabilités. Mais le cœur du problème, c'est le conflit. Il y aura des crimes, des disputes qui dégénèrent, des vols dans un monde où tout est compté, peut-être des violences. Il faut un système judiciaire, mais une prison. C'est un fardeau, il faut nourrir et loger un prisonnier qui ne contribue pas. Les peines devront probablement être tournées vers la réparation et le travail d'intérêt général. L'isolement social temporaire, la perte de privilèges comme l'accès à certains loisirs ou à des rations supplémentaires. Les travaux pénibles mais nécessaires. Pour les crimes graves comme le sabotage ou le meurtre, la peine capitale pourrait être envisagée, mais c'est un dilemme éthique atroce et irréversible. La société devra décider collectivement de la valeur de la vie dans un contexte où chaque bouche à nourrir est planifiée. La question la plus explosive est sans doute celle de la reproduction. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Une croissance démographique incontrôlée épuiserait les ressources en quelques décennies. Une décroissance trop forte mettrait en péril la maintenance du vaisseau et la diversité génétique. Il faut un contrôle strict. Mais qui décide qui a le droit d'avoir un enfant et quand un comité ? Un algorithme basé sur la génétique ? Pour la compétence, la santé psychologique, cela ressemble terriblement à de l'eugénisme. Les couples qui se verraient refuser un permis parental considéreraient cela comme une injustice fondamentale. A l'inverse, attribuer des droits à procréer comme une récompense pour bon service créerait une élite génétique, une forme de caste supérieure. Il n'y a pas de bonne réponse. Peut-être que la solution passerait par une éducation très forte sur la responsabilité, associée à des incitations douces, et un recours à la procréation assistée pour garantir la diversité génétique minimale. Mais le débat serait perpétuel. Ensuite, il y a la structure sociale elle-même. Des classes vont-elles émerger ? Inévitablement, ceux qui travaillent dans le centre de contrôle ou dans la recherche auront un statut différent de ceux qui nettoient les filtres d'algues ou récoltent les légumes. Le danger, c'est que ces différences se transforment en inégalités héréditaires. L'accès à l'éducation devra être parfaitement égalitaire pour que chaque enfant, quels que soient ses parents, puisse trouver sa place selon ses capacités et ses goûts. Mais même cela est idéaliste. Les familles d'ingénieurs transmettront un savoir et des relations que d'autres n'auront pas. Il faudra des mécanismes de mobilité sociale très forts et une culture qui valorise toutes les tâches, absolument toutes, comme essentielles à la survie. Le fermier hydroponique est aussi vital que le physicien du réacteur. Cette notion doit être ancrée dans les mentalités dès la petite école. La culture et les loisirs joueront un rôle énorme dans la cohésion. Des espaces virtuels immersifs pourraient offrir une échappatoire mentale à la claustrophobie, mais ils ne doivent pas devenir une drogue qui détache les gens de la réalité du vaisseau. Les arts, la musique, le théâtre, les sports dans des gymnases, tout cela sera crucial pour la santé mentale et pour créer un récit commun. Peut-être que des fêtes, des commémorations du départ, des cérémonies pour les naissances et les morts aideront à forger une identité propre à l'Arche. Une religion pourrait émerger, centrée sur la vénération du vaisseau comme être vivant ou sur l'objectif de la mission. Les autorités devront probablement tolérer ces croyances, tout en veillant à ce qu'elles ne deviennent pas sectaires et destructrices. La plus grande peur, c'est l'apparition d'une secte apocalyptique qui déciderait que la mission est un péché et qu'il faut la saboter pour revenir à Dieu. La surveillance discrète des courants de pensée fera donc partie de la sécurité, ce qui pose d'autres problèmes de liberté. Au fil des générations, le pire risque est l'oubli. Les gens nés au milieu du voyage, pour qui la Terre et la planète cible sont deux abstractions lointaines, pourraient remettre en cause le but même du voyage. Pourquoi continuer ? Nous avons tout ici. Ils pourraient vouloir détourner les ressources pour améliorer leur confort immédiat, au risque de compromettre l'arrivée. La gouvernance doit donc maintenir vivant le sens de la mission, sans pour autant l'imposer par la force. C'est un exercice de persuasion constant, intégré dans l'éducation, la culture, les récits. Enfin, il y a la question des droits individuels. Sur Terre, nous valorisons la liberté personnelle. À bord, la survie collective prime. Votre liberté de consommer plus d'eau, d'occuper un espace, de faire du bruit, peut empiéter directement sur la sécurité et le bien-être des autres. Des règles strictes de comportement seront nécessaires, acceptées par tous comme le prix à payer.
Le sentiment de privation de liberté pourrait être contrebalancé par un sentiment profond d'appartenance et de but commun. En réalité, le projet social de l'Arche est une expérience sans précédent. Elle ne peut reposer sur aucun modèle terrestre, car aucune société humaine n'a jamais été aussi isolée, aussi interdépendante et aussi vulnérable sur une aussi longue durée. Les concepteurs devront anticiper des conflits qu'ils ne peuvent même pas imaginer. La constitution de l'Arche devra être un document vivant, prévoyant des mécanismes de révision pacifique, de médiation en cas de crise grave, et même la possibilité d'un changement de régime si celui en place devient manifestement dysfonctionnel. Cela demande une sagesse politique extraordinaire. Peut-être que la leçon finale, c'est que la partie technique, aussi complexe soit-elle, est peut-être plus simple que la partie humaine. Construire un moteur à fusion, c'est de la physique. Construire une société stable pour 1 millier d'années dans une boîte, c'est de l'alchimie, une alchimie entre règles et compassion, entre ordre et liberté, entre mémoire et adaptation. Le succès ne se mesurera pas à la vitesse du vaisseau, mais au bruit qu'on y entend. Est-ce le murmure d'une communauté qui discute, qui débat, qui célèbre, ou est-ce le silence lourd de la peur et de l'oppression, ou pire, le cri des affrontements? La réponse à cette question déterminera si l'Arche est un cercueil sophistiqué ou le berceau d'une nouvelle humanité. Et cette réponse, elle ne se trouve pas dans les plans initiaux, mais dans le quotidien de chaque génération qui devra encore et encore réapprendre à vivre ensemble parce qu'elle n'a tout simplement pas le choix. C'est peut-être la contrainte ultime et le catalyseur le plus puissant pour inventer une nouvelle façon d'être. C'est justement cette question du vivre ensemble, de la pression constante et de l'absence d'échappatoire qui nous amène au point peut-être le plus personnel, le plus profondément humain de toute l'entreprise, l'esprit. Parce que vous pouvez avoir la société la mieux gouvernée du monde, si les gens à l'intérieur sombrent dans le désespoir, la folie ou l'apathie, tout s'effondre. Imaginez-vous un instant dans cette situation. Vous êtes né entre ces parois de métal. Le ciel est un plafond peint ou un écran montrant le vide noir parsemé d'étoiles fixes. L'horizon le plus lointain est à quelques kilomètres, courbé par la rotation artificielle de l'anneau. Il n'y a pas de saison, pas de météo imprévisible, pas de forêt à explorer. Chaque centimètre carré est contenu, cartographié, fonctionnel. Et vous savez, parce qu'on vous l'a enseigné à l'école, que dehors c'est la mort instantanée. Un vide absolu, un froid d'extrême, des radiations mortelles. Cette connaissance crée une double angoisse, contradictoire et épuisante. D'un côté, la claustrophobie, l'impression d'être prise au piège dans un labyrinthe sans fin, d'étouffer dans un monde trop ordonné. De l'autre, l'agoraphobie cosmique, une terreur panique face à l'immensité infinie et hostile qui vous entoure, juste de l'autre côté de la coque. Certains spécialistes appellent ça la claustro-agoraphobie, la peur simultanée de l'enfermement et de la vastitude. C'est un stress de fond, un bruit mental constant contre lequel chaque génération devra trouver ses propres défenses. Mais il y a pire. Il y a ce qu'on pourrait nommer le syndrome de la fin du monde. Ce n'est pas officiel, mais imaginez le poids psychologique. Vous savez que vous êtes les derniers humains, que derrière vous, la Terre, si elle existe encore, est devenue un mythe, et que devant, le but est si lointain qu'il n'a pas de réalité tangible. Vous êtes sur un radeau dans l'océan cosmique, et tout ce qui reste de l'humanité est sur ce radeau. Cette charge existentielle, cette responsabilité de porter tout l'avenir de l'espèce dans un vaisseau vulnérable peut écraser certaines âmes. Cela peut mener à un profond sentiment de désespoir, d'inutilité, ou à l'inverse, à des délires mégalomaniaques chez ceux qui s'estiment les élus. Pour les générations du milieu, celles nées plusieurs siècles après le départ et qui mourront plusieurs siècles avant de l'arrivée, la situation est particulièrement délicate. Ils sont les Middernacht, les gens de minuit. Pour eux, la Terre n'est qu'une vieille histoire, un folklore. Le départ est un événement ancien, l'arrivée un rêve lointain. Leur réalité, c'est le vaisseau. Leur univers entier, leur culture, leurs conflits, leurs espoirs sont circonscrits à cette arche. Le risque est qu'ils perdent tout sens du but. À quoi bon maintenir tel système archaïque conçu par les anciens? Pourquoi ne pas détourner des ressources pour améliorer notre vie maintenant? Pourquoi se priver pour un avenir qui ne concernera que nos lointains descendants? Cette perte de perspective est un danger stratégique majeur. La mission ne peut survivre que si chaque génération accepte de sacrifier une part de son confort immédiat pour un objectif qu'elle ne verra jamais. C'est un acte de foi dans la continuité, une vertu incroyablement difficile à cultiver. Alors,
Comment faire pour garder les esprits sains, ou du moins fonctionnels, sur une aussi longue durée? La première réponse, c'est la distraction, mais pas n'importe laquelle. Des loisirs passifs comme regarder des films terriens pourraient à la longue renforcer la nostalgie et le sentiment d'enfermement. Il faut des activités engageantes, créatives, qui donnent un sentiment d'accomplissement. L'art sous toutes ses formes sera vital. Pas seulement le divertissement, mais l'art comme nécessité. Peindre, sculpter, composer de la musique, écrire, jouer du théâtre. Ces activités permettent d'explorer des mondes intérieurs, d'exprimer des angoisses, de créer de la beauté dans un environnement technique. Les espaces virtuels immersifs seront probablement la pierre angulaire de l'évasion psychologique. Avec un casque, vous pourriez vous promener dans une forêt terrestre simulée, nager dans un océan, ou même explorer des paysages purement imaginaires. Mais ce pouvoir doit être contrôlé. Une dépendance à la réalité virtuelle, un refus de vivre dans le monde réel priverait la communauté de travailleurs essentiels. L'accès serait peut-être régulé, récompensé, pour éviter une fuite massive du réel. La religion et la philosophie joueront un rôle ambivalent. D'un côté, une croyance structurante qui donne un sens à la mission et un réconfort face à la mort pourrait être un puissant ciment social. De l'autre, les dérives sectaires sont un risque énorme. Un prophète charismatique pourrait émerger, promettant le salut par l'arrêt des moteurs ou par un sacrifice collectif. La surveillance des mouvements de pensée, sans être oppressive, sera une préoccupation constante des autorités. La routine, aussi contraignante soit-elle, sera un allié. Un emploi du temps chargé, un travail utile, des responsabilités claires donnent un cadre rassurant et évitent la rumination mentale. L'oisiveté, c'est l'ennemi. Chaque habitant doit sentir qu'il contribue concrètement à la survie de tous. Cela donne une dignité et ancre dans le présent. Les relations sociales sont évidemment cruciales, mais elles sont aussi une source potentielle de tensions extrêmes. Vous ne pouvez pas vraiment éviter vos voisins, vos collègues. Les conflits interpersonnels peuvent pourrir pendant des années, empoisonnant tout un secteur. Des mécanismes de médiation, de counseling psychologique permanent devront être intégrés à la vie quotidienne. Parler de ces angoisses ne sera pas un signe de faiblesse, mais un devoir civique pour éviter qu'elles ne se transforment en violence. L'architecture même du vaisseau peut aider. Créer des espaces aux ambiances variées, des lieux de socialisation bruyants, des recoins calmes et intimes, des espaces de nature avec de vraies plantes et de laisser courantes, même en circuit fermé, pour recréer un semblant de biome apaisant. La lumière artificielle devra imiter un cycle jour-nuit, peut-être même avec des variations de couleurs et d'intensité pour simuler les saisons, afin de réguler les rythmes circadiens et de lutter contre la dépression saisonnière. La nourriture joue aussi un rôle psychologique. Une diète purement nutritive et recyclée, toujours identique, serait déprimante. La capacité de produire des aliments variés, d'avoir parfois des repas de fête, des petits luxes comme des herbes aromatiques ou un fruit rare, sera essentielle pour le moral. Ce sont des points d'ancrage dans le temps, des souvenirs positifs à créer. L'éducation des enfants est un autre levier fondamental. Il ne s'agit pas seulement de leur apprendre à réparer un filtre. Il faut cultiver leur curiosité, leur sens de l'émerveillement face à l'univers qu'ils traversent, même s'ils ne le voient que par des écrans. Leur inculquer une fierté d'appartenir à cette grande aventure sans occulter les difficultés. Leur permettre d'avoir des rêves et des projets personnels à l'intérieur du cadre de la mission. Un jeune qui rêve de devenir un grand musicien ou un ingénieur en botanique doit voir un avenir pour lui ici à bord. Le plus grand défi psychologique est peut-être celui du deuil et de la mémoire. Les gens mourront. Où mettre les corps? Le recyclage complet dans l'écosystème est logique d'un point de vue technique, mais peut-être traumatisant culturellement. Peut-être y aura-t-il des jardins du souvenir où les cendres fertilisent un arbre spécifique. Il faudra des rituels pour honorer les morts, pour que leur vie ait eu un sens dans le grand voyage. La mémoire collective elle-même est fragile. Les archives sur la Terre pourraient devenir comme nos textes antiques, mal compris, réinterprétés. Des mythes pourraient naître, déformant la réalité du départ. Gérer cette mémoire, la maintenir assez vivante pour donner un sens, mais pas assez pour créer une mélancolie paralysante, est un exercice d'équilibriste. Finalement, il n'y a pas de solution miracle. La santé mentale dans l'Arche sera un processus continu, un travail de chaque jour. Elle dépendra d'une multitude de petits détails, la qualité de la lumière, la possibilité de se disputer puis de se réconcilier, l'existence d'un coin secret où pleurer, la beauté d'une mélodie jouée dans un couloir.
Les ingénieurs sociaux, les psychologues, les artistes et les enseignants seront les professions les plus importantes après celles du support vital. Parce qu'un humain n'est pas qu'un estomac et des poumons. C'est un esprit qui a besoin d'espoir, de beauté et de liberté. Et c'est peut-être la contradiction la plus difficile à résoudre. Comment offrir un sentiment de liberté et d'épanouissement personnel dans un environnement de contrainte absolue? La réponse se trouvera peut-être dans un renversement complet de perspective. Sur Terre, la liberté est souvent associée à l'espace, au choix de se déplacer, de changer de vie. Dans l'Arche, la vraie liberté sera peut-être intérieure. La liberté d'apprendre, de créer, d'aimer, de comprendre son monde minuscule dans ses moindres détails. Une liberté de profondeur plutôt que de superficie. Cultiver son jardin intérieur, littéralement et figurativement. Ceux qui s'adapteront le mieux ne seront peut-être pas les plus forts physiquement, mais les plus résilients psychologiquement, les plus curieux, les plus capables de trouver de la nouveauté dans la routine et de la beauté dans la répétition. Ils devront inventer une nouvelle forme de sagesse, une sagesse du vaisseau, où le bien-être collectif et individuel sont les deux faces d'une même pièce. Un équilibre précaire, toujours à retravailler, aussi essentiel et fragile que le niveau d'oxygène dans l'air. Et c'est cela, en fin de compte, la plus grande aventure, pas tellement de traverser l'espace, mais d'apprendre à y préserver, contre toute attente, toute la complexité fragile, lumineuse et parfois ténébreuse de l'esprit humain. Et c'est précisément cette fragilité de l'esprit humain, cette nécessité de préserver un équilibre mental dans un environnement si contraignant, qui nous confronte aux questions les plus déchirantes, celles qui précèdent même le départ. Car avant de se demander comment garder les gens sains d'esprit à bord, il faut se demander si nous avons seulement le droit de les y mettre. L'éthique de la mission est un champ de mine, où chaque pas en avant soulève un dilemme pire que le précédent. Commençons par la plus fondamentale, celle des générations futures. Les 10 000 pionniers qui embarqueront auront, en théorie, choisi cette vie, mais leurs enfants et les enfants de leurs enfants sur 20 générations. Nous parlons de condamner des êtres humains à naître, vivre et mourir dans un tube métallique pour un objectif qu'ils n'ont pas choisi, sans aucune possibilité d'en sortir. Est-ce moral? Peut-on justifier cela au nom de la survie de l'espèce ou de l'exploration? D'un côté, on peut arguer que la vie, même confinée, vaut la peine d'être vécue, surtout si la société à bord est harmonieuse et offre des possibilités d'épanouissement. De l'autre, c'est une négation radicale de ce que nous considérons comme un droit fondamental, la liberté de choisir son destin, de découvrir le monde, de partir. Ces humains de l'Arche seront, d'une certaine manière, les prisonniers nés d'une décision prise des siècles plus tôt. Leur monde sera limité par des contraintes physiques absolues. Même les pires régimes totalitaires terrestres n'ont jamais enfermé des lignées entières de manière aussi irréversible. Cette question hante le projet. Ensuite, il y a l'épineux problème de la sélection des premiers colons. 10 000 places. Comment choisir? Sur quels critères? La tentation de l'ingénierie sociale est immense. Il faudra une diversité génétique optimale pour éviter la consanguinité sur des siècles. Il faudra des compétences techniques couvrant tous les domaines nécessaires, médecine, botanique, ingénierie, enseignement. Il faudra une robustesse psychologique à toute épreuve, une capacité avérée à supporter le confinement et le travail en groupe. Mais cela ressemble terriblement à la création d'une surhumanité, d'une élite parfaite, qui décide des critères psychologiques. Un test peut-il vraiment prédire comment quelqu'un réagira après 30 ans dans le même couloir, et que fait-on des artistes, des rêveurs, des philosophes, dont les compétences ne sont pas directement liées à la survie, mais sont pourtant essentielles à l'âme de la communauté? Le processus de sélection sera inévitablement perçu comme profondément injuste. Serait-ce un tirage au sort parmi des candidates préfiltrées sur des critères de santé de base? Cela aurait une forme d'équité, mais risquerait d'envoyer des gens inadaptés. Serait-ce un choix par un comité d'experts? On les accusera d'eugénisme, de créer une race d'astronautes. Serait-ce une vente aux enchères où les places les plus chères iraient aux plus riches? Cela transformerait la mission en une fuite des élites, un acte de lâcheté cynique face aux problèmes terrestres. Il n'y a pas de bonne réponse. Chaque option laisse un goût amer. Et une fois la sélection faite, comment gérer les couples? Les familles, doit-on sélectionner des individus seuls et laisser les couples se former à bord? Cela semble plus logique pour éviter les jalousies de départ, mais c'est inhumain de séparer des familles. Mais sélectionner des familles entières, c'est réduire d'autant la diversité génétique. C'est un casse-tête insoluble.
Puis vient la question du contrôle démographique à bord, évoqué plus tôt, mais son aspect éthique est brûlant. Pour maintenir une population stable, chaque naissance doit être planifiée. Cela signifie qu'un couple ne peut pas simplement décider d'avoir un enfant. Il doit demander une autorisation qui peut être refusée pour des raisons de quota, de génétique ou d'évaluation psychologique des parents potentiels. Imaginez la douleur de se voir refuser ce droit fondamental. Imaginez le ressentiment envers ceux qui l'obtiennent. Les systèmes de permis de procréer évoquent les pires régimes autoritaires. L'alternative, c'est la contrainte douce incitation à retarder la procréation, éducation massive, accès facile à la contraception. Mais en dernier recours, si une grossesse non autorisée survient, que fait-on? L'avortement forcé, c'est une violence inouïe. Les sanctions contre les parents, cela punirait un enfant par la même occasion. La mission place les droits reproductifs individuels en collision frontale avec la survie collective. Dans notre société, on sacralise le choix individuel. Dans l'Arche, le collectif doit primer, mais à quel prix moral? Cela nous amène à la question plus large des droits individuels. Pour que la mission survive, beaucoup de nos libertés devront être abandonnées. Liberté de mouvement, limitée par les quotas d'occupation des sections. Liberté de consommer, régulée par des rations strictes. Liberté d'expression, probablement tolérée jusqu'à ce qu'elle menace la cohésion sociale ou remette en cause la mission de façon dangereuse. Liberté de pratiquer sa religion. Possible, sauf si elle implique des rites consommateurs de ressources ou prêche le sabotage. La vie à bord ressemblera à un régime de liberté surveillée permanente. Est-ce acceptable si c'est le prix pour ne pas mourir? La majorité des terrestres dirait non. Mais pour ceux de l'Arche, nés dans ce système, ce sera la normalité. Leur conception des droits sera différente. Forgée par la nécessité, cela reste-t-il humain? Ou est-ce la création d'une nouvelle espèce, d'humains domestiqués pour la vie en boîte? Et puis, il y a l'autre versant de l'éthique, tournée non pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. La responsabilité envers la planète destination. Admettons qu'après ce voyage de 1000 ans, l'Arche arrive enfin en orbite autour d'un monde verdoyant, prometteur. Les sondes confirment une biosphère peut-être simple, des microbes, des algues, une vie primitive. Que fait-on? Le principe de précaution le plus strict voudrait que l'on évite toute contamination, que l'on étudie depuis l'orbite pendant des décennies, au risque d'user les derniers systèmes du vaisseau. Mais l'urgence de débarquer sera immense. La pression de coloniser, de planter les premières graines, de donner un sens au sacrifice millénaire sera irrésistible. Alors, on enverra des équipes au sol. Et inévitablement, ils apporteront avec eux des microbes terrestres, des spores, des fragments d'ADN qui pourraient anéantir la vie native comme les Européens ont apporté des maladies dans le Nouveau Monde. Serions-nous alors les destructeurs d'un écosystème unique, les barbares venus des étoiles? L'éthique voudrait que nous nous considérions comme des gardiens, des observateurs, peut-être des colocataires discrets, mais la réalité de la survie poussera à la colonisation agressive, à la terraformation, au remodelage de la planète pour nos besoins. Où est la limite? Avons-nous plus de droit à la vie que ces microbes extraterrestres? La mission, in fine, est-elle un acte d'espoir ou d'arrogance? Partir pour perpétuer l'humanité est un récit noble, mais il est teinté d'une forme de désespoir face à notre propre gestion de la Terre. Il signifie que nous avons échoué ici-bas et que nous exportons nos problèmes ailleurs, avec le risque de les répéter. Certains verront dans l'Arche le summum de l'égoïsme humain dépenser des ressources phénoménales pour sauver une infime fraction de l'humanité, abandonnant les milliards d'autres à leur sort sur une planète peut-être mourante. D'autres y verront au contraire le geste ultime de l'optimisme investir pour que, peu importe ce qui arrive sur Terre, une étincelle de conscience humaine survive quelque part dans le cosmos. Le débat éthique ne sera pas tranché avant le départ. Il accompagnera le projet à chaque étape, générant des oppositions farouches sur Terre. Mais pour ceux qui embarqueront, ces questions abstraites deviendront concrètes. Leurs vies seront la réponse quotidienne à ces dilemmes. Ils incarneront, par leur simple existence, le choix qui a été fait. Peut-être que la seule façon de rendre le projet tolérable d'un point de vue moral est en faire, dès le début, une entreprise totalement transparente et volontaire. Que chaque pionnier comprenne et accepte pleinement le fardeau qu'il fait porter à sa lignée. Qu'une culture de la responsabilité extrême, du consentement éclairé et renouvelé à chaque génération soit instaurée, que,
la mission ne soit pas une dictature de la nécessité, mais un pacte social constamment renégocié, aussi sacré que les lois de la physique. C'est un idéal probablement inaccessible. La réalité sera plus brute, plus difficile. Des erreurs seront faites, des injustices se produiront. Le voyage sera peut-être une longue lutte non seulement contre le vide spatial, mais aussi contre la tentation de l'inhumanité au nom de la survie. En définitive, l'éthique de l'Arche stellaire nous renvoie à nos contradictions les plus profondes. Nous voulons survivre en tant qu'espèce, mais pas au prix de ce qui fait notre humanité. Nous voulons explorer, mais pas au prix de la destruction. Nous voulons un avenir pour nos enfants, mais pas au prix de leur liberté fondamentale. Le vaisseau, en tant qu'objet, est une solution technique. Mais en tant que projet humain, il est un miroir grossissant de nos valeurs. Et avant de lancer la première soudure, avant même de choisir le type de moteur, nous devrons répondre à cette question: quelle humanité voulons-nous mettre dans cette boîte? Celle qui triche, qui opprime, qui sacrifie les faibles pour le plus fort, ou celle qui coopère, qui respecte, et qui trouve dans la contrainte absolue l'occasion de grandir en sagesse et en compassion? La réponse n'est pas dans les étoiles, elle est en nous. Et c'est peut-être le premier test à passer. Si nous échouons à y répondre de façon à peu près acceptable sur Terre, alors nous n'avons probablement pas le droit d'exporter notre échec dans la galaxie. Mais si, en dépit de tout, nous parvenons à concevoir ce voyage monumental avec un souci constant de justice, de consentement et de respect pour la vie sous toutes ses formes, alors le simple fait d'essayer pourrait être notre plus grand accomplissement éthique. Bien avant que la première arche ne quitte le système solaire, chaque choix a un coût énergétique direct. Pour les individus, cela se traduit peut-être par un système de ration de base garantie lumière, eau, nourriture, chauffage, mais pour tout ce qui est extra, un accès à un espace de loisirs virtuel plus gourmand, une ration alimentaire plus variée, une nouvelle paire de vêtements fabriqués, il faut peut-être dépenser des crédits personnels. Et comment gagne-t-on ces crédits par le travail? Mais pas n'importe quel travail. Un travail essentiel et pénible comme la maintenance des filtres dans les conduites de recyclage pourrait rapporter plus de crédits qu'un travail administratif. Cela crée une forme de marché du travail, mais ultra régulé pour éviter que des services essentiels mais peu glamour ne se vident de leurs volontaires. Il faudra sans cesse rééquilibrer les récompenses pour s'assurer que tous les postes nécessaires sont pourvus. Ensuite, il y a la question des biens matériels. Rien ne se jette, vraiment. Un vêtement qu'usé est déchiqueté, ses fibres sont recyclées pour en faire un nouveau. Un outil cassé est fondu et le métal est réutilisé. La notion de propriété personnelle change radicalement. Posséder beaucoup d'objets devient un non-sens, car ils occupent un espace précieux et représentent une masse qui a été transformée et ne sert à rien. La culture sera probablement très minimaliste. Les objets auront une longue vie, seront réparables de façon modulaire. Les ateliers de fabrication, les imprimantes 3D multimatériaux seront des infrastructures critiques. Ils doivent pouvoir produire n'importe quelle pièce de rechange, n'importe quel outil spécialisé, à partir de la masse de matières premières recyclées stockées à bord. Mais cela suppose un inventaire parfait de tout ce qui existe et une connaissance technique ininterrompue pour faire fonctionner et réparer ces machines elles-mêmes. C'est une économie circulaire forcée, où le déchet est l'ennemi absolu. Même un déchet organique a de la valeur comme engrais. Même la chaleur résiduelle des machines doit être récupérée pour chauffer les zones agricoles. L'efficacité est une religion. Mais cette circularité parfaite est un idéal. En réalité, il y aura des pertes. Des atomes se perdront dans l'espace lors des sorties pour réparer la coque. Des matériaux se dégraderont de façon irrécupérable. Des filtres captureront des contaminants qu'on ne pourra pas extraire. Sur des siècles, ces pertes minimes mais cumulatives pourraient mener à une pénurie lente de certains éléments rares, des terres rares pour l'électronique, des métaux spécifiques pour les alliages. Il faudra peut-être prévoir dès le départ une banque de matières premières critiques sous forme de barres ou de poudre stockées avec soin et dont le prélèvement sera soumis à des autorisations très strictes. La logistique de la maintenance est le cauchemar permanent. Chaque composant a une durée de vie estimée. Il faut donc un planning de remplacement et d'inspection qui s'étale sur des décennies. Les générations actuelles doivent travailler à maintenir des systèmes dont elles ne verront peut-être pas la fin de vie, pour le bénéfice des générations futures. Inversement, elles héritent de systèmes vieillissants installés par leurs ancêtres. La transmission des connaissances techniques est ici aussi vitale que le cycle de l'oxygène.
Si on oublie comment réparer le purificateur d'eau principal, c'est la catastrophe. L'économie doit donc récompenser non seulement le travail manuel, mais aussi l'apprentissage, l'enseignement et la préservation du savoir-faire. La rareté absolue crée aussi un marché noir. Même dans une société ultra contrôlée, il y aura des échanges sous la table. Une partie de sa ration alimentaire contre un accès à un fichier musical interdit. Des crédits d'énergie transférés clandestinement. Des matériaux dérobés dans les ateliers pour fabriquer un objet de luxe personnel. Ce marché noir peut être un exutoire, une soupape pour les désirs individuels, mais il peut aussi saper l'équité du système et détourner des ressources critiques. Les autorités devront sans doute fermer les yeux sur certains échanges mineurs, tout en réprimant durement tout trafic qui met en danger l'équilibre global, comme le détournement de médicaments ou de pièces de sécurité. Une autre dimension est le temps. Le temps est une ressource personnelle. Une fois ses heures de travail obligatoires pour la communauté effectuées, un individu a du temps libre. Ce temps libre peut être utilisé pour se former, pour socialiser, pour créer de l'art ou pour travailler davantage et gagner des crédits supplémentaires. La façon dont les gens utilisent ce temps libre définira en grande partie la culture de l'Arche. Si l'économie est trop dure et qu'il faut travailler sans cesse pour obtenir un confort minimal, le temps libre disparaît, la population s'épuise et s'aigrit. Si les rations de base sont généreuses et que le temps libre est abondant, le risque d'ennui et de désœuvrement augmente. Là encore, un équilibre subtil doit être trouvé. Finalement, cette économie de la contrainte absolue pourrait mener à une transformation profonde des valeurs. La richesse n'est plus l'accumulation, mais l'accès à un savoir, à une expérience ou à un peu de tranquillité. Le statut social ne vient peut-être pas des crédits accumulés, mais de la reconnaissance de la communauté pour une compétence rare ou un service rendu. Une forme de socialisme de nécessité où l'essentiel est garanti et où les luxes sont distribués selon le mérite ou le tirage au sort pour éviter une compétition destructrice. Mais cette vision idéale se heurtera à la nature humaine. Certains voudront toujours avoir plus ou différemment. Le rôle de la gouvernance économique sera de canaliser cette énergie vers des objectifs qui profitent à tous, comme l'innovation pour améliorer l'efficacité des systèmes, plutôt que vers l'accumulation personnelle. En résumé, faire fonctionner l'économie de l'Arche, c'est gérer un vaisseau spatial, mais aussi un vaisseau en tant que nation. C'est un exercice de planification centrale extrême, mais qui doit laisser une place à l'initiative individuelle et à l'adaptation. C'est un système où la valeur des choses est totalement découplée de leur rareté terrestre. Un diamant n'a aucune valeur, c'est juste du carbone. En revanche, une pince spéciale en titane fabriquée il y a 300 ans et dont les plans sont perdus est un trésor inestimable. Cette logistique impose une discipline de fer, mais aussi une solidarité inévitable, car la défaillance d'un maillon de la chaîne, qu'il soit un filtré là-haut ou un agriculteur, affecte tout le monde. C'est peut-être la leçon économique ultime de l'Arche dans un monde aux ressources vraiment limitées. L'interdépendance n'est pas un choix, c'est un fait physique. Et la prospérité ne se mesure pas à la croissance, mais à la stabilité, à la résilience, et à la capacité à maintenir cet équilibre délicat jour après jour, génération après génération, dans le silence profond de l'espace interstellaire. Cette routine économique, aussi austère soit-elle, est le soubassement invisible de tout le reste. Elles permettent au débat de gouvernance d'avoir lieu, à la psychologie de ne pas sombrer, et à l'éthique de rester autre chose qu'un concept abstrait. C'est de l'ingénierie sociale rendue concrète, la mise en pratique quotidienne du pacte de survie, et sa réussite ou son échec se mesurera à des choses très simples. Est-ce que les lumières restent allumées ? Est-ce que l'eau est potable ? Et est-ce que chacun, en échange de son travail, peut espérer une vie qui a du sens, malgré les étoiles fixes et l'horizon de métal ? Et cette stabilité si précieuse, ce quotidien minutieusement géré, repose entièrement sur un pilier que nous tenons souvent pour acquis, sur Terre la santé. Dans l'Arche, une épidémie, une dégénérescence génétique ou simplement l'usure du corps humain sur des générations ne sont pas des problèmes médicaux, ce sont des menaces existentielles. Il faut donc penser la médecine et la génétique sur une échelle de temps inédite. Prenons d'abord la question du pool génétique. 10 000 individus, ça paraît beaucoup, mais sur plusieurs siècles, c'est un nombre très faible pour éviter la consanguinité. Sans apport extérieur, la diversité génétique diminue inéluctablement.
Les maladies récessives rares peuvent devenir fréquentes et la capacité d'adaptation de la population à de nouveaux pathogènes, même s'ils sont rares à bord, serait réduite. Pour contrer cela, les concepteurs devront embarquer un échantillon génétique beaucoup plus large que les 10 000 pionniers. Sous forme de banques de sperme, d'ovocytes et d'embryons cryogénisés, soigneusement sélectionnés pour représenter la plus grande diversité humaine possible. Cette bibliothèque génétique sera une assurance, utilisée pour féconder artificiellement des femmes à chaque génération, en introduisant de nouveaux gènes dans la population active. Cela pose des questions éthiques complexes sur l'identité et la parenté, mais c'est une nécessité biologique. Ensuite, il y a la médecine au quotidien. Même avec un environnement contrôlé, les gens tomberont malades. Des cancers dus aux rayons cosmiques qui auront filtré à travers les boucliers, des accidents de travail, des maladies dégénératives, des infections. Le système de santé doit être autonome et complet. Imaginez un hôpital qui doit fonctionner sans jamais recevoir de nouveaux médicaments, de nouveaux équipements, sinon ceux qu'il peut fabriquer lui-même. La pharmacopée doit être produite à bord. Cela signifie cultiver des plantes médicinales, avoir des laboratoires de chimie organique capables de synthétiser des antibiotiques, des antiviraux, des antidouleurs. Le savoir-faire pharmaceutique doit être transmis intégralement. La chirurgie est encore plus critique. Il faudra des salles d'opération, des scanners, des outils chirurgicaux et surtout des chirurgiens compétents formés sur place. Comment former un neurochirurgien quand il n'y a qu'une poignée de cas complexes par génération? La simulation virtuelle de très haute fidélité sera indispensable pour l'entraînement. Mais en cas d'opération réelle, il n'y a pas de spécialiste à appeler en urgence. Chaque médecin devra être un généraliste extrêmement compétent, capable de gérer une large palette de problèmes, avec le soutien de systèmes d'intelligence artificielle diagnostiques, mais sans pouvoir totalement s'y fier. Le vieillissement de la population est aussi un défi. Sur un voyage de plusieurs siècles, la majorité des gens vivront et mourront de vieillesse. Les maladies liées à l'âge, comme les problèmes cardiovasculaires, l'arthrose, la démence, seront monnaie courante. La société doit être capable de prendre en charge un nombre important de personnes âgées, potentiellement dépendantes, ce qui pèse sur les ressources et la main-d'œuvre. Les politiques de fin de vie seront douloureuses. Les soins palliatifs utiliseront-ils des ressources qui pourraient en servir aux plus jeunes? La question de l'euthanasie, tabou sur Terre, pourrait devenir un sujet de discussion pragmatique à bord. Un autre risque majeur est l'apparition de nouvelles maladies. L'écosystème fermé est un bouillon de culture unique. Des bactéries et des virus vont évoluer, s'adapter à cet environnement particulier. Une souche bénigne peut muter et devenir virulente. Comme la population est génétiquement assez similaire et vit dans les mêmes conditions, une pandémie pourrait se propager à toute l'arche avec une rapidité terrifiante. Le système de quarantaine doit être parfait, des modules isolables, des protocoles stricts dès qu'un symptôme apparaît. La recherche médicale devra être continue pour surveiller l'évolution des microbes à bord et développer des contre-mesures. La santé mentale, déjà abordée, a bien sûr un versant médical. La dépression, les psychoses, les troubles anxieux devront être traités. Il faudra des psychiatres, des psychologues et encore une fois, une production de médicaments psychotropes. Le bien-être mental n'est pas un luxe, c'est un facteur de stabilité sociale et de productivité. La gestion de la reproduction, déjà évoquée sous l'angle éthique, a un volet médical crucial. Le suivi des grossesses, les diagnostics prénatals, la néonatologie sont des services essentiels. Les anomalies génétiques devront être détectées tôt. Mais dans un monde aux ressources limitées, la tentation de l'eugénisme médical sera forte. Interrompre une grossesse parce que le fœtus présente une malformation grave qui demandera des soins lifelong importants pourrait être présenté comme une nécessité pour la communauté. Où place-t-on la limite? Un problème de santé qui nécessitera une aide à la marche est-il acceptable? Un problème cardiaque nécessitant des médicaments rares? Ces décisions déchirantes reviendront sans cesse. L'hygiène de vie sera elle-même un impératif médical. L'espace pour l'exercice physique devra être garanti pour lutter contre l'atrophie musculaire et osseuse, surtout si la gravité artificielle n'est pas parfaite. L'alimentation devra être scientifiquement équilibrée pour éviter les carences. Les loisirs actifs seront encouragés. La médecine préventive sera reine, examens réguliers obligatoires, vaccination contre les souches connues à bord, surveillance constante des paramètres de santé de la population. Les données médicales de chaque individu, de sa naissance à sa mort, constitueront un trésor d'informations pour la recherche. Enfin, il y a le défi le plus insidieux, la dérive.
Au fil des générations, sous l'effet de la sélection naturelle dans l'environnement très particulier de l'Arche, la population humaine pourrait physiquement évoluer. Peut-être que les individus de petite taille, demandant moins de calories et d'espace, auront un avantage reproductif. Peut-être que la densité osseuse moyenne diminuera si la gravité artificielle est légèrement inférieure à un G. Ces changements, sur des centaines d'années, pourraient rendre les descendants inadaptés à la vie sur une planète à gravité terrestre, ruinant ainsi l'objectif même de la mission. Il faudra donc peut-être des programmes d'exercice obligatoires, voire des interventions génétiques de maintenance pour préserver le design humain de base compatible avec une vie planétaire. Cela nous ramène à la génétique et à son potentiel outil le plus controversé, l'édition génétique. Utiliser des technologies comme CRISPR pour corriger des gènes défectueux avant la naissance, ou même pour introduire des traits bénéfiques, une meilleure résistance aux radiations, un métabolisme plus efficace, pourrait être vu comme une nécessité. Mais c'est un pas de géant vers la création d'une nouvelle espèce humaine adaptée à l'espace. Les médecins et les généticiens de l'Arche détiendront un pouvoir immense, celui de modeler l'humanité future à bord. Leur déontologie devra être aussi solide que leurs compétences. En résumé, le département médical de l'Arche est bien plus qu'un hôpital. C'est une institution chargée de la préservation à long terme du capital biologique et génétique de la mission. Ces défis combinent ceux d'un ministère de la Santé, d'un centre de recherche agronomique pour les plantes médicinales et d'une commission d'éthique permanente. Son succès ne se mesurera pas au nombre de vies sauvées, mais à la trajectoire sanitaire stable de la population sur des siècles. C'est une tâche herculéenne qui exige des connaissances encyclopédiques, une infrastructure de production autonome et une sagesse profonde pour naviguer dans les choix impossibles entre la vie d'un individu et les ressources de la collectivité. Dans cette micro-civilisation, le médecin n'est pas seulement un guérisseur, c'est un gardien de l'avenir biologique de l'humanité. Et chaque fièvre, chaque nouvelle naissance, chaque génome séquencé est un chapitre dans cette longue histoire de la préservation de la vie, loin de son berceau originel, dans le froid silence entre les étoiles, où chaque battement de cœur est une victoire contre l'entropie. Cette responsabilité de préserver l'avenir biologique repose intégralement sur un autre pilier, peut-être le plus subtil de tous, la transmission. Transmettre non seulement des gènes, mais des savoirs. Parce qu'un vaisseau, aussi perfectionné soit-il, n'est qu'un tas de métal et de circuits sans les esprits capables de le comprendre, de l'entretenir et surtout de le faire évoluer. L'éducation à bord n'a rien à voir avec la nôtre. Imaginez un enfant. Son monde, c'est le vaisseau. Les concepts de forêt, d'océan, de montagne, de ville grouillante sont des abstractions, des images dans des archives. Son univers physique est limité, technocratique, entièrement artificiel. Que doit-on lui apprendre ? La tentation immédiate est de se concentrer sur l'utilitaire. Il faut des ingénieurs, des botanistes, des médecins. Donc, un enseignement technique très poussé, dès le plus jeune âge, orienté vers les besoins critiques de la mission. Mais cela créerait une société de techniciens sans âme, sans perspective, peut-être sans résilience face à l'imprévu. À l'inverse, leur enseigner un large programme d'histoire terrestre, de philosophie, d'art, sans lien avec leur réalité, pourrait les déconnecter de leur devoir de survie et nourrir une frustration immense. Le curseur est incroyablement difficile à placer. Il faut probablement un double curriculum. D'un côté, un socle pratique obligatoire pour tous les principes de base de la vie du vaisseau. Comment fonctionne le recyclage de l'eau ? Que faire en cas d'alerte à la pression ? Comment cultiver les plantes de base ? Chaque citoyen doit être un survivant compétent, capable de comprendre les systèmes qui le maintiennent en vie. Ensuite, un système de spécialisation avancée, selon les aptitudes et les besoins de la communauté pour former les experts. Mais l'éducation ne peut pas s'arrêter là. Il faut aussi nourrir l'esprit critique, la créativité, l'aptitude à résoudre des problèmes nouveaux, car le vaisseau vieillira. Des pannes inédites surviendront. Des situations non prévues dans les manuels se produiront. Les nouvelles générations devront être capables d'improviser, de réparer avec des moyens détournés, d'innover à partir du stock limité de ressources. Cela demande une compréhension profonde des principes scientifiques, pas seulement une connaissance procédurale. Enseigner la physique, la chimie, la biologie non comme des théories abstraites, mais comme les lois intimes qui régissent leur monde clos. La plus grande peur, c'est la perte de contexte. Prenons un exemple concret. Un jeune ingénieur apprend à entretenir le réacteur de fusion. Il connaît la procédure par cœur.
Mais comprend-il pourquoi ses ancêtres ont choisi la fusion plutôt que l'antimatière? Saisit-il les débats philosophiques et éthiques qui ont entouré la construction de l'arche? Sinon, ce savoir devient une recette magique, un ritualisme vide de sens. Le jour où un problème survient en dehors des procédures, il sera perdu, car il ne comprend pas l'âme du système. Il faut donc aussi enseigner l'histoire du projet, pas comme une mythologie lointaine, mais comme un récit réaliste et continu. Pourquoi sommes-nous partis? Quels sacrifices ont été faits? Quelles erreurs ont été commises pendant le voyage? Cette mémoire historique est un vaccin contre la répétition des erreurs et contre la perte de motivation. Mais comment la maintenir vivante sur les siècles? Les archives numériques peuvent se corrompre. Les supports physiques se dégradent. La langue elle-même peut évoluer, rendant les textes anciens progressivement incompréhensibles. Il faudra un effort conscient de conservation linguistique, peut-être en maintenant une langue technique et cérémonielle fixe, tout en laissant la langue parlée évoluer naturellement. Des cérémonies, des reconstitutions, des œuvres d'art qui racontent donc le voyage seront essentielles pour incarner cette mémoire. L'éducation artistique n'est donc pas un luxe, c'est un outil de cohésion et de préservation de l'identité. La musique, la peinture, l'écriture, le théâtre sont des moyens de traiter l'expérience unique de la vie à bord, d'exprimer des émotions que les manuels techniques ne peuvent pas capturer et de créer une culture propre à l'arche, qui donnera aux gens un sentiment d'appartenance et de fierté. Sans cela, ils ne seraient que les occupants temporaires et nostalgiques d'une machine destinée à d'autres. Un autre défi est la quantité d'informations. L'humanité a produit une somme de connaissances colossale. Tout ne peut évidemment pas être emporté. Il faudra un choix drastique. Quels livres, quelles œuvres d'art, quelles données scientifiques sont essentielles? Ce choix sera lui-même un biais culturel énorme, définissant ce que les générations futures considéreront comme important. Peut-être emportera-t-on moins de divertissements contemporains et plus de textes fondamentaux sur les techniques de base, la métallurgie, la médecine, les mathématiques. Mais il faut aussi de la poésie, de la musique, pour préserver notre humanité. La technologie offre des solutions partielles, des banques de données massives avec des systèmes de stockage redondants et autoréparateurs pourraient contenir une librairie virtuelle de l'humanité. Mais encore faut-il que les systèmes pour les lire existent encore dans 500 ans. Il faudra peut-être graver les connaissances les plus cruciales sur des supports physiques ultra durables comme des plaques de nickel avec des microgravures et une version moderne des disques de Voyager. La pédagogie elle-même devra s'adapter. L'enseignement par immersion virtuelle sera probablement central. Pour apprendre la biologie, plonger dans une simulation hyper réaliste d'une forêt terrestre ou d'un corps humain. Pour apprendre l'histoire, vivre des reconstitutions d'événements clés, cela rendra le savoir concret et mémorable. Mais cela pose aussi le risque d'un fossé entre la richesse des mondes virtuels et l'austérité du monde réel, potentiellement source de frustration. Enfin, il y a la question de l'innovation. Une société purement conservatrice, qui ne fait que préserver le savoir des ancêtres, est vouée à la stagnation et à l'incapacité de faire face à la nouveauté. Il faut donc encourager la recherche, l'expérimentation, dans les limites de sécurité bien sûr. Des laboratoires, des espaces de prototypage, des débats scientifiques doivent exister. Les jeunes esprits les plus brillants doivent avoir la possibilité de remettre en cause les dogmes techniques, de proposer des améliorations. C'est un équilibre délicat entre le respect des systèmes éprouvés et l'audace de les améliorer. La plus grande crainte est peut-être ce qu'on appelle la connaissance zombie, des procédures exécutées sans compréhension, des rituels techniques dont le but originel a été oublié. Pour l'éviter, l'éducation doit constamment revenir au principe premier, au pourquoi des choses. Elle doit aussi enseigner l'humilité face au savoir. Les habitants doivent comprendre qu'ils ne détiennent qu'une infime partie de ce que l'humanité a su et que leur devoir est de garder cette flamme allumée, même si sa source originelle est perdue dans la nuit des temps et de l'espace. En fin de compte, le système éducatif de l'Arche est son système immunitaire contre l'oubli, contre la stupidité et contre la désintégration culturelle. Son succès ne se mesurera pas au diplôme décerné, mais à la capacité de la 1000e génération à rallumer le moteur après une panne majeure, à soigner une maladie inconnue ou simplement à comprendre la valeur de leur propre histoire sans amertume ni désillusion. C'est un défi de mémoire et d'adaptation, une course contre la dégradation inévitable de l'information et contre l'appauvrissement de l'imagination.
Si la médecine préserve le corps, l'éducation préserve l'esprit collectif, et c'est cet esprit, fait de savoir pratique, de souvenirs partagés et d'aspirations communes, qui sera le véritable moteur de l'arche, bien après que les réacteurs à fusion aient converti le dernier gramme d'hydrogène. Dans ce voyage sans paysage changeant, où les repères extérieurs sont fixes, c'est le paysage intérieur des connaissances, sans cesse retravaillé et enrichi par chaque génération, qui deviendra la véritable terre à explorer, la seule frontière qui ne soit pas une paroi de métal. Mais tout ce savoir, toute cette cohésion sociale et cette santé préservée ne valent rien si le vaisseau lui-même, l'enveloppe protectrice, vient à être violé. Parce que le danger ne vient pas seulement de l'intérieur, des tensions humaines, il guette aussi de l'extérieur et la frontière entre les deux est une paroi d'acier de quelques centimètres d'épaisseur. La sécurité et la défense de l'arche sont une question à deux faces, et il faut les aborder avec un froid réalisme. Commençons par l'intérieur, le plus probable. Vous avez une société fermée, sous pression constante, sans échappatoire. Les conflits vont surgir. La plupart seront verbaux, réglés par la médiation. Mais certains dégénéreront en violence, un meurtre, une agression. Il faut donc une force de police, une sécurité intérieure. Mais quelle forme doit-elle prendre ? Une police militarisée, armée, pourrait facilement se transformer en instrument d'oppression pour un gouvernement autoritaire. À l'inverse, une police trop faible ne pourrait pas contenir une émeute ou un acte de sabotage délibéré. Le compromis pourrait être une force de citoyens volontaires, formés à la désescalade, et dont l'autorité est strictement encadrée par la loi, leurs armes. Probablement non létales dans l'immense majorité des cas, incapacitants chimiques, matraques, peut-être des fusils à projectiles souples pour les cas extrêmes. Parce qu'utiliser une arme à projectiles métalliques à bord est d'une irresponsabilité totale. Une balle perdue pourrait percer une conduite vitale, un écran ou pire, endommager la coque interne. Le risque de dommage collatéral est trop grand. Donc, la doctrine de sécurité intérieure doit être basée sur la prévention, la dissuasion et l'intervention rapide et ciblée. Ensuite, il y a la menace du sabotage ou du terrorisme. Un individu ou un groupe désespéré, croyant agir pour une raison politique ou religieuse, pourrait décider de faire sauter un sas, d'empoisonner les réservoirs d'eau ou de désactiver des systèmes vitaux. Pour se prémunir contre cela, il faut une surveillance des systèmes clés, des contrôles d'accès et une culture de la vigilance où chaque citoyen se sent responsable de la sécurité commune. Mais cela frôle la société de surveillance totale, où s'arrête la sécurité légitime et où commence la paranoïa étouffante. L'équilibre est, encore une fois, très délicat. Les accidents graves sont aussi une forme de menace interne. Un incendie dans une ferme hydroponique, une rupture de canalisation d'oxygène, une panne électrique majeure. Ces événements ne sont pas malveillants, mais ils peuvent être aussi dévastateurs qu'une attaque. La défense contre eux, c'est la redondance de ces systèmes, des cloisonnements étanches, des protocoles d'urgence bien rodés et des exercices réguliers pour toute la population. Chacun doit savoir quoi faire. Passons maintenant à l'extérieur. Là, les menaces sont plus physiques, mais tout aussi mortelles. La première, la plus constante, c'est la radiation. Dans l'espace interstellaire, loin de la protection du champ magnétique terrestre, les rayons cosmiques galactiques, noyaux d'atomes voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, bombardent en permanence la coque. Ils traversent la matière, endommagent les cellules, l'électronique, provoquent des cancers. Le bouclier principal, c'est la masse. De l'eau, par exemple. Les réservoirs d'eau pourraient s'être placés stratégiquement autour des quartiers d'habitation pour servir de bouclier contre les radiations. Mais l'eau est lourde et son utilisation comme bouclier entre en conflit avec sa consommation. Peut-être utilise-t-on aussi des déchets compactés ou une couche de glace maintenue entre deux parois, mais le poids est un ennemi constant pour la propulsion. Il faut donc un compromis entre protection et masse. Ensuite, il y a les micrométéorites et la poussière interstellaire. À la vitesse à laquelle voyage l'arche, même un grain de poussière à taille d'un grain de sable possède une énergie cinétique monstrueuse, capable de percer des plaques d'acier. La solution classique est le bouclier Whipple, une première feuille mince, espacée de la coque principale. Le projectile la percée se vaporise, et la nuée de débris et de gaz se disperse sur une large surface de la coque interne qui absorbe le choc. Mais ces boucliers, situés à l'avant du vaisseau, s'érodent avec le temps. Il faut pouvoir les inspecter, les réparer, voire les remplacer lors de sorties extravéhiculaires. Cela fait partie de la maintenance routinière mais extrêmement dangereuse.
Et puis, il y a les dangers plus spéculatifs, mais qu'il faut anticiper. Traverser un nuage de gaz plus dense que prévu, avec un risque de surchauffe par friction, même dans le vide quasi parfait. Rencontrer des particules de poussière plus grosses, de la taille d'un caillou. Pour cela, il faut peut-être un système de détection avancé à l'avant, couplé à des contre-mesures, des lasers de faible puissance pour vaporiser les petits objets détectés ou des canons à projectiles pour dévier les plus gros, mais tout système actif consomme de l'énergie et ajoute de la complexité. Enfin, il y a la menace la plus hypothétique, celle qui relève de la science-fiction, mais que l'on ne peut ignorer la rencontre avec une intelligence extraterrestre ou avec des phénomènes spatiaux totalement inconnus. La probabilité est infinitésimale, mais les conséquences seraient telles qu'il faut une doctrine. Première directive, la prudence extrême. L'Arche n'est pas un vaisseau de guerre, c'est un berceau vulnérable. Sa meilleure défense est la furtivité et l'évitement. Éteindre les émissions actives autant que possible, se fondre dans le fond cosmique. Si un objet non identifié semble se diriger vers l'Arche, la manœuvre d'évitement est prioritaire. Si un contact est inévitable, une séquence de protocoles de communication standard à distance serait lancée, mais sans jamais permettre l'approche. L'idée d'un armement offensif lourd comme des canons à énergie ou des missiles est probablement rejetée. Trop dangereux à bord, trop lourd et surtout totalement inadéquat face à une civilisation capable de voyages interstellaires qui nous surpasserait technologiquement. La défense, dans ce cas, est purement diplomatique et évitative. Cependant, cette hypothèse lointaine ne doit pas occulter une menace externe plus subtile à la dégradation passive. L'espace est un environnement hostile qui use les matériaux. Le vide, les cycles de température extrêmes, les radiations, finissent par fragiliser les composites, par faire perler les joints. La sécurité à long terme contre ces menaces passives, c'est un programme incessant d'inspection et de maintenance, une vigilance qui ne doit jamais faiblir sur des siècles. La sécurité globale de l'Arche est donc un état d'esprit avant d'être une série de mesures. C'est la conscience aiguë que le vaisseau est un œuf fragile dans un environnement implacable. Cela doit être enseigné dès l'enfance, sans pour autant générer une anxiété paralysante. Les exercices d'urgence doivent être routiniers, presque ritualisés pour que les réflexes deviennent naturels. La transparence sur les risques, dans des limites raisonnables, est nécessaire pour obtenir la coopération de tous. Cacher un danger pour éviter la panique pourrait conduire à une catastrophe si ce danger se matérialise et que personne n'est préparé. En interne, la sécurité repose sur un contrat social fort, nous nous protégeons les uns les autres, car notre survie est liée. En externe, elle repose sur l'ingénierie, la redondance, et une humble reconnaissance de notre vulnérabilité dans le cosmos. Finalement, le plus grand risque pour la sécurité pourrait être l'ennui, la routine, la complaisance. Après 10 générations sans incident majeur, la tentation de renier sur les exercices, de reporter l'inspection d'un bouclier, de désactiver une alarme jugée trop sensible sera immense. C'est là que l'éducation et la mémoire historique sont cruciales. Il suffit d'un oubli, d'une négligence pour que le fil se rompe. La défense de l'Arche est une guerre silencieuse contre l'entropie, contre l'imprévu et contre la propre nature humaine qui veut croire que si rien ne s'est passé depuis longtemps, alors rien ne se passera jamais. C'est peut-être le test ultime de la maturité de cette civilisation en boîte, sa capacité à rester vigilante, disciplinée et unie face à des dangers souvent invisibles, pour un but qui dépasse la durée d'une vie humaine. Sa réussite ne se célébrera pas par une victoire militaire, mais par l'absence d'événements, par le silence des alarmes, par l'intégrité préservée de la coque, génération après génération, tandis que les étoiles, indifférentes, défilent lentement à travers le hublot blindé de la salle d'observation. Et si tout ce fatras de problèmes sociaux, psychologiques, de gouvernance et de sécurité pouvait être mis en pause, c'est la promesse séduisante, le rêve qui hante toute réflexion sur les voyages de très longue durée l'hibernation ou la cryopréservation. Plutôt que de gérer une société entière pendant des siècles, pourquoi ne pas endormir tout le monde, placer l'équipage en stase et confier la conduite du vaisseau à des automates et à une intelligence artificielle? Le voyage semble alors bien plus simple, pas de conflit générationnel, pas de crise de société, pas de risque de révolte, juste un long sommeil et un réveil aux portes du nouveau monde. Mais comme tout ce qui semble trop beau pour être vrai, c'est un cauchemar technique et éthique d'une complexité vertigineuse. Commençons par la technique. De quoi parle-t-on exactement l'hibernation, comme chez certains mammifères, implique un ralentissement radical du métabolisme.
une baisse de la température corporelle, mais sans gel des tissus. La cryopréservation, elle, vise à geler le corps à des températures cryogéniques où toute activité biologique est censée s'arrêter complètement. Aucune de ces deux technologies n'existe aujourd'hui pour des humains, même pour de courtes durées. Le défi biologique est monstrueux. Pour l'hibernation, il faudrait trouver un moyen de plonger le corps dans un état de torpeur profonde, de réduire les battements du cœur, l'activité cérébrale, à presque rien, sans provoquer d'atrophie musculaire ou de lésions cérébrales irréversibles sur des décennies. Les recherches sur des molécules induisant un état semblable à l'hibernation existent, mais pour un voyage de quelques semaines ou mois, pas de plusieurs siècles. Le corps continue de vieillir, même très lentement. Il a besoin de nutriments, d'éliminer les déchets. Comment faire ? Des systèmes de perfusion automatique extrêmement complexes devraient maintenir une nutrition et une hydratation minimale et gérer les déchets pendant des siècles. Un seul caillot dans une ligne, une infection, et le dormeur meurt sans se réveiller. La cryopréservation est encore plus radicale et problématique. L'eau, principale composante du corps, gèle. En gelant, elle forme des cristaux de glace qui déchirent les cellules, les membranes, et détruisent les tissus de façon irrémédiable. La vitrification, une technique utilisée aujourd'hui pour des embryons ou de petits tissus, utilise des cryoprotecteurs pour empêcher la formation de cristaux et transformer les lits liquides en un état vitreux, solide mais non cristallin. Mais ces cryoprotecteurs sont souvent toxiques, et le processus pour des organes entiers, sans parler d'un corps humain complet, est loin d'être maîtrisé. Même en supposant qu'on y arrive, le vrai problème est le réveil. Comment réchauffer uniformément un corps entier sans créer de stress thermique, sans que la transition de l'état vitreux à l'état liquide ne provoque de fissures ? Comment éliminer les cryoprotecteurs toxiques du système sans endommager les organes ? Aucune science ne sait faire cela aujourd'hui, et nous parlons de devoir le faire pour 10 000 personnes, de façon parfaitement fiable, après des siècles, dans le fond d'un vaisseau spatial sans l'aide de la Terre. C'est un pari insensé. Passons au vaisseau lui-même. Même avec tout le monde endormi, la machine doit fonctionner. Elle doit naviguer, éviter les obstacles, maintenir la puissance, réparer les pannes mineures. Cela demande une automatisation et une intelligence artificielle d'une fiabilité absolue. Pas une IA de science-fiction consciente d'elle-même, mais un ensemble de systèmes de contrôle redondants, capables de gérer des situations imprévues pendant des siècles sans intervention humaine. Une microfuite dans un conduit de réfrigérant du système de stase doit être détectée et réparée par des robots. Un micrométéorite doit être pris en charge par les boucliers et les systèmes de défense automatiques. L'ordinateur de bord ne peut jamais, au grand jamais, planter ou être victime d'une corruption de données progressive. Et s'il y a une panne majeure qui nécessite une décision éthique, par exemple un incident qui endommage les caissons de stase et en tue un certain nombre, l'IA doit-elle continuer avec les survivants ? Doit-elle réveiller quelqu'un qui... Les protocoles doivent être écrits pour des siècles d'autonomie, une tâche presque aussi difficile que de prévoir une constitution pour une société évolutive. L'aspect éthique est tout aussi épineux. Le consentement. Les premiers pionniers consentent à être endormis. Mais le voyage dure 200 ans. Ils se réveilleront peut-être. Mais s'ils meurent pendant le sommeil, la génération suivante n'a pas consenti à naître dans des caissons ou à être conçue artificiellement pour être endormis ensuite. On retrouve le même problème qu'avec le vaisseau générationnel, mais déplacé. Ensuite, l'identité et la continuité. Se réveiller après 200 ans de sommeil dans un vaisseau silencieux, entouré de cadres endormis ou morts, pour découvrir que vous êtes à mi-chemin, que tout a changé, que la Terre n'est plus qu'un souvenir lointain, que le choc psychologique serait immense. Vous êtes un anachronisme vivant. Vous avez perdu votre monde, votre contexte social. À qui parler, les autres dormeurs ne peuvent pas être réveillés facilement. La solitude et la désorientation pourraient être pires que les tensions d'une société en mouvement. Et si le système doit réveiller des gens par vagues pour assurer la maintenance, ces équipes de veille temporaire devraient vivre seules pendant des années dans un vaisseau peuplé de statues endormies avant de retourner dans leur sommeil. Cela crée une classe à part, des gardiens qui accumulent l'expérience et le pouvoir face à une masse passive. Les dynamiques de pouvoir seraient étranges et potentiellement malsaines. Du point de vue des ressources, l'avantage est pourtant clair. Plus besoin d'immenses fermes, de quartiers d'habitation spacieux, d'écoles, de tout l'appareil social. Le vaisseau peut être plus petit, plus simple, dédié presque entièrement à la propulsion, au stockage des corps et des supplés et à la machinerie de support vital des caissons.
Les économies de masse sont énormes, permettant peut-être d'aller plus vite. Mais le coût en complexité et en risque se déplace ailleurs vers la fiabilité absolue des systèmes de stase et de l'automatisation. Un seul virus informatique, une seule erreur de programmation datant du départ, pourrait tuer tout le monde. Dans un vaisseau générationnel, une révolte peut tuer beaucoup de monde, mais la société peut survivre. Ici, une panne systémique est une extinction totale. Le défi de la maintenance est aussi crucial. Les robots doivent maintenir des machines qu'ils ne peuvent pas fabriquer entièrement. Il faut des stocks de pièces détachées pour des siècles, ou une capacité de fabrication autonome si avancée qu'elle équivaut à une usine automatisée polyvalente. Chaque composant du système de cryogénie lui-même doit être ultra résistant, car on ne peut pas le démonter pour le réparer sans mettre des vies en danger. Envisageons un scénario mixte, peut-être plus réaliste, une hibernation légère, cyclique. Les équipes se réveillent à tour de rôle pour des périodes de veille de quelques années, surveillent les systèmes, effectuent les maintenances complexes, puis retournent en stase. Cela réduit la charge sociale, une petite équipe éveillée à la fois, et permet une surveillance humaine directe. Mais cela ne résout pas le cœur du problème biologique de la préservation à long terme. Et cela crée une nouvelle forme d'inégalité temporelle, ceux qui sont éveillés vieillissent, tandis que les autres restent jeunes. Après plusieurs cycles, les veilleurs auront vécu et vieilli plusieurs décennies, tandis que les autres n'auront vécu que quelques années. Leur perception de la mission, leur lassitude serait très différente. En fin de compte, la cryopréservation ou l'hibernation apparaît comme une fuite en avant technologique. Elle évite les problèmes sociologiques insolubles du vaisseau générationnel et en les remplaçant par des problèmes biologiques et techniques tout aussi insolubles, et peut-être plus risqués car ils ne permettent pas l'adaptation humaine. Une société peut évoluer, trouver des solutions imprévues à des crises, un système automatisé et des corps gelés, non, ils sont figés dans l'état de la technologie du départ. Toute défaillance est une sentence de mort. Cela dit, l'idée reste séduisante car elle correspond à notre imaginaire du voyage spatial. On part, on dort, on arrive. Elle élimine l'inconfort de penser à ces générations sacrifiées nées dans le ventre du vaisseau. Mais elle est, avec notre niveau de connaissance actuel, une forme de suicide techniquement sophistiquée. Peut-être que des avancées majeures en biostase, en nanomédecine ou en intelligence artificielle changeront la donne dans quelques siècles. Mais pour un projet qui doit être lancé avec des technologies suffisamment matures pour inspirer confiance, le vaisseau générationnel, avec toute sa folle complexité humaine, reste l'option la plus robuste car elle intègre la capacité d'adaptation, de réparation et d'improvisation de l'esprit humain. La cryopréservation, c'est confier son destin à une machine parfaite. Le vaisseau générationnel, c'est confier son destin à des êtres imparfaits mais ingénieux. Dans l'immensité hostile de l'espace face à l'imprévu, la seconde option semble moins fragile. Elle accepte le désordre de la vie comme une force, et non comme un bug à éliminer. Elle fait du voyage non pas une parenthèse, mais une aventure continue, un défi perpétuel, épuisant, mais qui peut-être produit une civilisation plus sage, plus résiliente et plus digne d'habiter un nouveau monde, parce qu'elle aura appris à préserver le sien dans le creux d'un vaisseau pendant un millénaire. La stase offre un rêve de facilité. La vie éveillée offre la certitude difficile de la lutte et donc de la possibilité de la victoire, ou tout au moins d'un destin conscient plutôt que d'un simple transport de cargaison biologique à travers les étoiles. En fin de compte, la perte du lien avec la Terre n'est pas un accident. C'est une étape programmée du voyage. Elle est aussi nécessaire que dangereuse. Nécessaire car elle force l'Arche à compter uniquement sur elle-même, à devenir une entité indépendante. Dangereuse car elle peut engendrer un profond désespoir existentiel ou au contraire un délire de grandeur. Nous sommes les seuls humains de l'univers. La manière dont la société gère ce deuil collectif définira sa santé mentale pour les siècles à venir. Ceux qui réussiront à intégrer la Terre dans leur mémoire sans en être prisonniers, qui sauront honorer le passé tout en construisant leur propre hauteur, seront probablement les plus aptes à atteindre l'objectif final. Car après tout, le but n'est pas de recréer la Terre ailleurs, mais de fonder quelque chose de nouveau. Et pour fonder du nouveau, il faut à un moment donné lâcher l'ancien, même si c'est avec une infinie tristesse. Le silence qui s'ensuit n'est pas un vide. C'est l'espace dans lequel la propre voix de l'Arche, d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée, va pouvoir résonner. Les conversations ne porteront plus sur ce qu'ils font là-bas, mais sur ce que nous faisons ici et où nous allons.
L'histoire terrestre deviendra une source d'inspiration et d'avertissement, plus qu'un modèle à suivre, et dans ce silence infini, ponctué seulement par le souffle des recycleurs d'air et le bourdonnement des machines, naîtra peut-être la première véritable civilisation interstellaire ayant appris à se connaître elle-même, sans miroir extérieur, sans filet, portant en elle tout le poids et toute la lumière de l'humanité, désormais confinée dans les limites de sa propre arche. Et puis, un jour, après des siècles de silence et de routine, après des générations nées dans le métal, quelque chose change à l'extérieur. L'étoile cible, longtemps point lumineux parmi d'autres, devient un disque, puis un monde, la planète. Ce moment, c'est le choc le plus violent depuis le départ. Tout ce pourquoi l'arche a été construite, toute la souffrance, les adaptations, les sacrifices, se cristallisent en soudain dans une réalité tangible. Mais la dernière étape est peut-être la plus périlleuse de toutes. Il ne s'agit plus de survivre dans un environnement contrôlé, mais de descendre dans l'inconnu et de tout recommencer à zéro. La première tâche est de freiner. L'arche a voyagé à une vitesse formidable. Il faut ralentir pour être capturé par la gravité de l'étoile cible, puis se placer en orbite autour de la planète. Cela demande une quantité d'énergie phénoménale, presque l'équivalent du départ. Le moteur principal, qui n'a fonctionné que par intermittence pour des corrections de trajectoire pendant des siècles, doit se rallumer pour une longue et critique poussée de freinage. S'il tombe en panne, l'arche dépassera le système et sera perdue à jamais dans le vide interstellaire. Toute la pression repose sur un système vieux de 1000 ans. La maintenance méticuleuse des générations passées est soudain mise à l'épreuve absolue. Une fois en orbite stable, commence une période d'observation frénétique. Les télescopes et les sondes automatiques, lancées bien avant l'arrivée, fournissent des données. Est-ce que la planète correspond au modèle? L'atmosphère est-elle respirable? La température? Y a-t-il de l'eau liquide, des signes de vie? Même les meilleures observations à distance peuvent cacher des surprises. Une toxine dans l'air, un pathogène inattendu, une activité géologique violente. Chaque donnée est analysée par des hommes et des femmes qui, pour la première fois de leur vie, voient un monde vivant et non une simulation. L'impact psychologique est difficile à surestimer. Pour les derniers descendants, nés dans le vaisseau, cette planète n'était qu'une abstraction, un objectif lointain. La voir, réelle, immense, avec ses nuages, ses océans, ses continents, doit provoquer un mélange d'émerveillement et de terreur. C'est à la fois la réponse à tous leurs espoirs et la source d'une anxiété profonde. Leur monde, rassurant dans ses limites, va être détruit. Ils doivent tout quitter pour l'inconnu. Une forme de nostalgie pour l'arche, leur maison, peut déjà naître. Vient ensuite la décision cruciale qui descend en premier, une équipe de pionniers soigneusement sélectionnés, probablement des volontaires avec des compétences spécifiques ingénieurs, médecins, biologistes, experts en construction. Leur mission, établir une tête de pont, vérifier les conditions sur place et préparer l'arrivée des autres. Leur descente est un moment d'une tension extrême. Ils utilisent des navettes, stockées depuis le départ ou construites in situ dans les ateliers de l'arche. Ces engins, peut-être jamais testés en conditions réelles, doivent traverser une atmosphère étrangère. La moindre faille et l'équipe est perdue. Leur arrivée au sol, c'est le premier contact physique avec ce nouveau monde. Imaginez le choc sensoriel. D'abord, la gravité. Si elle est différente de la gravité artificielle de l'arche, leurs corps vont souffrir. Une gravité plus forte écrasera des os et des muscles adaptés à un environnement plus léger. Une gravité plus faible posera d'autres problèmes. Ensuite, l'air. Même s'il est respirable, son odeur, sa densité, son humidité seront nouvelles. La lumière de l'étoile, son spectre, provoquera des réactions cutanées. Les sons, le vent, peut-être des animaux, l'eau qui coule, un déluge d'informations après une vie dans le bourdonnement contrôlé du vaisseau. Les premiers jours sont consacrés à la survie immédiate. Montage de modules d'habitation pressurisés et étanches, même si l'air est bon par prudence. Vérification de la toxicité du sol, de l'eau, mise en place de systèmes de communication avec l'arche en orbite. Les colons sont vulnérables comme des nouveau-nés. La moindre infection par un microbe local, la moindre allergie peut être catastrophique. Le protocole de quarantaine est vital. Ils ne peuvent pas ramener de pathogènes dans l'arche ni en introduire dans la biosphère locale. C'est un balai de précaution extrême. Pendant ce temps, à bord de l'arche, la société est en ébullition. La routine millénaire est brisée. Tout le monde a un rôle à jouer pour préparer l'évacuation et le démontage partiel du vaisseau. Car l'arche ne sera probablement pas abandonnée.
Elle est une mine de matériaux, de technologie et un habitat de secours. Peut-être va-t-on la désorbiter partiellement pour récupérer des sections au sol, ou la laisser en orbite comme station permanente et historique. La décision est politique et stratégique. La phase de colonisation à proprement parler commence. Il ne s'agit pas de reproduire la Terre, mais de construire une nouvelle civilisation avec ce que l'on a apporté et ce que l'on trouve. Les premières cultures dans le sol local sous dôme protecteur d'abord. La construction de maisons utilisant des matériaux planétaires. L'exploration des ressources minerais, sources d'énergie. La pression est énorme car l'arche en orbite ne peut pas soutenir indéfiniment 10 000 personnes. Il faut atteindre l'autosuffisance planétaire le plus vite possible. Les compétences développées à bord, la gestion rigoureuse des ressources, le recyclage, sont soudain un avantage colossal. Mais ils doivent aussi s'adapter à l'imprévu permanent, une tempête violente, une saison des pluies torrentielles, une sécheresse. Sur l'Arche, le temps était une constante. Ici, il redevient une force avec laquelle composer. Socialement, tout est à réinventer. Les structures hiérarchiques du vaisseau nécessaires à la survie en milieu clos sont-elles encore pertinentes ? Une nouvelle constitution doit être écrite, des territoires répartis, une économie basée sur l'abondance relative, où la rareté des ressources planétaires doit naître. Les tensions entre ceux qui veulent préserver l'Arche comme musée et ceux qui veulent la démanteler pour construire la colonie sont inévitables. Entre ceux qui prônent une expansion rapide et ceux qui veulent préserver l'écosystème natif, la plus grande question est celle de l'impact. Après un voyage de 1000 ans pour échapper à la destruction d'un monde, vont-ils reproduire les mêmes erreurs ? Vont-ils épuiser les ressources, polluer, détruire la vie indigène par négligence ? L'éthique de la mission atteint son paroxysme. Ils doivent choisir quel genre de civilisation ils veulent être. Les premières naissances sur la planète sont un événement monumental. Ce sont les premières véritables natifs de ce monde. Leurs corps s'adapteront à sa gravité, leur système immunitaire apprendra à vivre avec ces microbes. Ils n'auront pas la claustrophobie des générations du vaisseau, mais peut-être une peur du ciel immense, si différent du plafond rassurant de l'Arche. L'Arche elle-même, vide peu à peu de ses habitants, devient un lieu de mémoire. Les dernières à la quitter éprouveront un déchirement immense. C'était leur univers, la tombe de leurs ancêtres, le lieu de leurs souvenirs. La fermer pour la dernière fois est un acte aussi symbolique que le départ de la Terre. Finalement, après des décennies de lutte, la colonie devient stable, autonome. L'Arche, en orbite, silencieuse, devient un monument, un reliquaire. Les colons regardent parfois vers le ciel, la voyant passer, points brillants qui racontent leur origine. Leur culture est maintenant un mélange les souvenirs codifiés de la Terre, l'expérience unique du voyage et la réalité brutale et belle de leur nouveau monde. Ils ont réussi, non pas juste à survivre, mais à transplanter une branche de l'humanité sur un autre rivage cosmique. Mais le défi n'est pas fini, il a simplement changé de nature. De la survie en milieu clos, ils sont passés à la construction en milieu ouvert, de la gestion de la rareté à la gestion de l'abondance potentielle, avec tous les nouveaux risques que cela comporte: inégalité, conflit pour les terres, impact environnemental. Le voyage les a transformés. Ils sont peut-être plus disciplinés, plus conscients de la fragilité des systèmes, plus unis par une histoire commune démesurée. Mais ils restent humains, avec toutes les contradictions que cela implique. L'arrivée n'est donc pas une fin heureuse garantie, c'est le début d'une nouvelle aventure, infiniment plus complexe et désordonnée que le voyage lui-même, car elle implique non plus de préserver une flamme, mais de la laisser se répandre en un feu nouveau, avec l'espoir qu'il ne consume pas tout sur son passage. Leur réussite ultime se mesurera non pas à leur capacité à atteindre la planète, mais à y vivre sans répéter les erreurs qui ont peut-être condamné leur ancien foyer. C'est le dernier et le plus grand des défis de l'Arche stellaire. Possible. Les particules énergétiques provenant d'événements cosmiques lointains, comme les sursauts gamma. Un tel sursaut, s'il se produit relativement près et que son jet est dirigé vers l'Arche, pourrait stériliser le vaisseau en quelques secondes, malgré les boucliers. C'est un risque de très faible probabilité, mais aux conséquences terminales. On ne peut rien y faire, sinon espérer. L'usure pure et simple, aucun matériau n'est éternel. Sous le bombardement de radiation, les cycles de température, les vibrations, les alliages fatiguent, les composites se dégradent, l'isolation électrique devient fragile. Le vaisseau doit être conçu pour que cette dégradation soit prévisible et gérable.
Il faut des inspections par ultrasons ou rayons X régulières de la structure primaire. Remplacer une poutre maîtresse en cours de route est probablement impossible. Donc, elle doit durer 1000 ans. C'est un défi métallurgique colossal. Enfin, il y a le danger de l'inconnu. Nous extrapolons à partir de nos connaissances limitées du milieu interstellaire proche. Que se passe-t-il vraiment dans les grands espaces entre les bras galactiques, des concentrations de matière noire, des zones de turbulence spatiale? Rien de tel n'est prévu par la physique. Et c'est tout à fait facile, mais l'humilité commande de reconnaître que nous explorons un territoire inconnu. L'arche elle-même est une sonde, et ses capteurs devront analyser en permanence l'environnement pour détecter toute anomalie. Le voyage n'est donc pas une traversée passive, c'est un combat actif et permanent contre des forces invisibles et visibles. Chaque système a un double, voire un triple en cas de panne. Chaque défaillance potentielle doit avoir été imaginée, et un protocole de secours écrit, transmis et pratiqué. La vigilance ne peut jamais faiblir. Le prix de l'échec n'est pas un retour à la maison, c'est l'extinction silencieuse dans le noir. Un froid mutisme radio suivi d'un vaisseau fantôme continuant sa route vers nulle part. Cette conscience du risque façonne la psyché du vaisseau. Elle rend les habitants à la fois fiers de leur maison, car elle les protège, et terrifiés par l'extérieur. Elle justifie la discipline stricte, les exercices d'urgence, la priorité absolue donnée à la maintenance sur tout autre projet. C'est peut-être le ciment ultime de leur société, la connaissance partagée qu'ils naviguent dans un océan rempli de récifs invisibles et que la compétence de chacun est qui tient les parois étanches. La physique du voyage n'est donc pas une simple curiosité technique, c'est le cadre non négociable de leur existence. Elle dicte l'architecture, rythme le travail et impose une humilité face à l'univers. Ils ne le conquièrent pas, ils se faufilent à travers, avec l'espoir ténu que leur bulle de métal et de volonté tiendra assez longtemps pour atteindre l'autre rive. Chaque matin, quand les lumières s'allument dans les couloirs, c'est une petite victoire contre le froid et le vide. Chaque inspection de bouclier réussie est une bataille gagnée. Le voyage n'est pas l'attente passive d'une arrivée, c'est la répétition quotidienne, méticuleuse, des gestes qui repoussent l'entropie et les dangers du vide, un jour de plus, une année de plus, un siècle de plus. Et c'est dans cette routine héroïque et invisible que se forge la véritable résilience de l'Arche, bien plus que dans ces systèmes spectaculaires. Sommes-nous prêts à investir dans un avenir lointain et incertain pour nos descendants cosmiques, au détriment du bien-être immédiat de nos enfants terrestres? Pouvons-nous justifier un projet aussi inégalitaire dans son essence même? Il n'est pas de réponse facile. Chaque argument a du poids. Peut-être que la décision de construire ou non ne sera pas prise par un calcul froid, mais par un sursaut émotionnel, une peur existentielle suite à une catastrophe, ou au contraire par un immense élan d'optimisme après une période de paix et de prospérité mondiale. Ce qui est sûr, c'est que le simple fait d'en discuter sérieusement change déjà l'humanité. Cela nous force à penser à l'échelle de la planète, des siècles et des étoiles. Cela nous oblige à définir nos valeurs les plus fondamentales. Et dans cette discussion, même si l'Arche ne vole jamais, nous aurons peut-être appris quelque chose d'essentiel sur notre capacité à avoir un projet commun, ce qui, en soi, est une forme de victoire contre le chaos et le court-termisme. Le projet de l'Arche stellaire, qu'il se réalise ou non, est donc déjà un test. Un test de notre maturité collective. Et le résultat de ce test se joue bien avant la pose de la première quille, dans les salles de débat, dans les rues, et dans le cœur de chaque personne qui se demande si regarder vers les étoiles est un acte d'espoir ou d'abandon. Après avoir dérivé pendant des millénaires, l'Arche entre enfin dans le système. Le choc serait immense. La société parfaitement adaptée à la vie en vase clos devrait envisager de tout briser. Beaucoup refuseraient probablement de descendre. Pourquoi quitter la maison de nos ancêtres, notre monde parfaitement contrôlé, pour les dangers d'une planète? Le vaisseau pourrait alors devenir une station orbitale permanente, un satellite habité autour du Nouveau Monde, tandis qu'une minorité de volontaires, peut être considérés comme des extrémistes ou des pionniers, tenteraient la colonisation. Deux branches de l'humanité divergeraient alors, les nomades du vaisseau et les colons de la planète. Ils pourraient même entrer en conflit pour les ressources du système. Ce scénario pose la question ultime: quel est le but de l'humanité? La survie par la sédentarisation sur d'autres mondes, ou la transformation dans une civilisation nomade, libérée des planètes, faisant des vaisseaux sa patrie, l'Arche stellaire, dans cette perspective n'est pas un outil de sauvetage, mais l'utérus d'une nouvelle forme d'être humain, adapté à la vie dans l'espace profond.
Sa réussite ne se mesurerait pas à l'atterrissage, mais à sa longévité et à l'épanouissement de sa culture. C'est une vision à la fois belle et terrifiante. Belle car elle représente l'adaptabilité ultime, la capacité à trouver le bonheur dans un environnement totalement artificiel et clos. Terrifiante car elle signifie l'abandon de tout ancrage planétaire, la coupure définitive avec la nature qui nous a engendrés, pour une existence qui pourrait sembler, de l'extérieur, aussi confinée et répétitive que celle d'un animal en cage, même si la cage voyage à travers les merveilles du cosmos. Peut-être que la vérité, que toute civilisation avancée finit par faire ce choix s'enraciner sur de nouveaux mondes ou devenir une flotte de mondes mobiles. Notre arche, lancée avec l'espoir de préserver l'humanité terrestre, pourrait bien, à son insu, être le premier pas vers cette seconde option. Et dans ce cas, le débat sur Terre entre partisans et opposants du projet aurait été un débat entre deux avenirs humains radicalement différents, sans même que les participants n'en aient pleinement conscience. L'Arche devient alors bien plus qu'un vaisseau. Elle était un test existentiel en temps réel, une expérience sur la nature profonde des sociétés humaines confrontées à l'éternité et au confinement. Son héritage final ne serait ni une colonie ni un échec, mais la démonstration qu'une autre voie est possible, que nous pouvons peut-être emporter notre maison avec nous et que le voyage, infiniment, devient la destination.